Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RIR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Contrairement à la dernière fois, on n'est pas côte à côte cette fois-ci. On est on est repassé en distanciel. Donc si vous avez suivi un peu le dernier podcast, ça avait coupé à la fin à cause de. Alors c'était pas la batterie, c'était la mémoire qui avait coupé. Donc depuis le retour en France, le podcast a quelques soucis techniques. Ah mais c'est quelque chose quand même, hein. On n'arrive pas à faire un podcast dans de bonnes conditions. Il y a toujours soit le problème de record, soit la mémoire, soit la connexion. Et on cumule en ce moment. Après, on arrive quand même toujours, tu sais, à produire quand même un minimum de Oui. contenu, à répondre quand même à quelques questions. Donc, il y a quand même des choses à en tirer. Mais c'est vrai que depuis que je suis revenu en France, ça nous porte un peu le mauvais œil. Mais voilà, c'est aussi ça la mentalité du zéro RIR, c'est voilà, de persister jusqu'à ce que, eh bien, on arrive à obtenir le résultat qu'on veut. C'est ça aussi. Il faut de la patience, il faut de la persévérance. C'est les valeurs du zéro RIR podcast aussi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, logiquement, j'ai enfin récupéré une bonne connexion Internet. Donc, j'ai fait installer la fibre il y a deux ou 3 jours, quelque chose comme ça. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème de coupure cette fois-ci. De toute façon, c'est ce que je disais à Rémi, s'il y a un problème de coupure, je pense que là, je vais péter un gros câble. Mais logiquement, ça devrait aller et on va pouvoir finir le podcast de la dernière fois, répondre aux questions auxquelles on n'avait pas pu répondre et reprendre du coup le rythme qu'on avait avant avec le podcast. Donc ça, c'était pour cette petite intro. Mais avant, on va quand même toujours continuer notre petit rituel qui est le retour sur nos semaines. Et comme d'habitude, honneur à ma sœur. Bah, en fait, déjà, pour donner un peu de contexte, donc on avait prévu, enfin, ça s'est fait au dernier moment. On s'est dit, on le refait comme la dernière fois. Denis, tu viens à la maison, je prépare à manger, et puis on tournera tranquillement comme la dernière fois. Et puis finalement, Denis s'est rétracté, il a dit non, mais il y a trop de problèmes, j'ai pas envie qu'on tente le diable, etc. Donc moi, hier, gentiment, je lui prépare à manger pour que du coup, on puisse s'assurer de faire le podcast dans de bonnes conditions. Et bien sûr, bah, Denis me dit après coup hein, que finalement, on fait autrement. Bon, c'est pas très grave, hein, j'ai juste 1 kilo de semoule qui a cuit et qui Non sont... mais c'est vrai que niveau organisation, c'est ultra compliqué et ça demande énormément de temps. C'est vrai que on se rend pas compte de tout ce que ça demande. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de connaissances, en termes de logistique, etc. Et en termes d'organisation, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et moi, on va dire que ma vie est régulée par ce que j'appelle la balance bénéfice-risque. Il y avait beaucoup plus de bénéfices à faire le podcast en distanciel que du coup en présentiel où il pouvait encore y avoir des coupures, ce genre de choses. Donc j'ai joué toujours la carte de la sécurité et effectivement jusqu'à on va dire ce matin voire hier soir, je sais plus, c'était convenu que Rémi devait faire de la semoule et du coup il a fait un gros fait tout et malheureusement bah là tu vas bouffer de la semoule pour la semaine quoi. Même pas, même pas. En fait, j'avais deux choix. Parce que, vu comme avec ton opération, je voulais pas te faire manger quelque chose de trop dur. Donc, je me suis dit, ça, je lui fais une bonne purée maison. Mais j'avais la flemme de peler 5 kilos de patates. Déjà, je le fais assez souvent pour moi et j'avais pas envie d'en faire trop. Et je me suis dit, tiens, je vais faire juste de la semoule. En 5 minutes, c'est prêt. Et ouais, finalement, ben, je vais en avoir pour quelques repas. Ça va me faire pour midi, ce soir et peut-être un petit peu demain midi. Mais bon, c'est pas très grave. Et Voilà, du c'était coup, juste pour le petit fun fact. qu'est-ce que tu m'avais préparé d'autre avec cette semoule, Rémi, pour que je sache un peu ce que j'ai raté? Ça allait être du thon. J'avais 2 boîtes de thon. Ça aurait été très simple parce que après, cet après-midi, il fallait quand même qu'on chôme pas, donc il fallait qu'on mange quand même assez vite. Et puis j'aurais fait j'ai de la soupe, j'ai fait de la soupe de chou-fleur, carottes, poireaux. Donc on aurait mangé ça avec la semoule et le thon. Super. Sachant que je m'entraînais après, j'aurais pété pendant toute ma séance. Euh, super, Ah, bien le pré-workout. D'ailleurs, bah, il y a une question sur le pré-workout. Non, c'est pas sur c'est l'intra-workout, pardon. l'intra-workout, ouais, C'est on y viendra tout à l'intra-workout. l'heure. Bon, je Et termine rapidement avec mon petit débrief. Justement, je voulais rebondir par rapport au chou-fleur parce que bah, en ce moment, c'est vrai que les légumes de saison, c'est tout ce qui tourne autour des choux. Et ce week-end, j'ai mangé un bon gigot d'agneau. Et un gigot d'agneau,
ça se mange avec des haricots blancs. Donc j'ai plus le nom, je crois que c'est les mouillettes. Non, comment ils appellent ça? Enfin bref, c'est des haricots blancs. Donc bien sûr, haricots blancs, bon, pour le transit, c'est pas trop mal. Donc j'ai mangé ça le dimanche. Et depuis lundi, voilà, j'ai fait aussi une soupe de chou-fleur, carottes et poireaux. Et donc en termes de digestion, bon bah ça va, hein, mais on va dire que lundi, l'entraînement jambes était assez rythmé, assez, assez intense. Bien sûr, bon, ouais, je me suis pas chié dessus non plus, mais bon, Pas j'ai cette senti fois. que j'étais un peu ballonné, quoi, que j'avais un petit peu de mal à digérer, mais ça s'est bien fait. Je veux dire, on serre juste un peu moins la ceinture, et puis, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est pareil, depuis que je suis revenu en France, je mange un peu plus d'aliments différents. C'est vrai qu'en Hongrie, c'était un peu plus compliqué. J'avais un peu moins confiance aussi en la qualité des produits. Donc, j'allais surtout au marché et je prenais mes produits au marché et j'avais un peu mes produits voilà, habituels au marché. Là, maintenant que je suis revenu en France, je diversifie un peu plus. Et voilà, j'ai aussi un peu plus de temps pour cuisiner. J'ai plus de matériel aussi pour cuisiner. Quand j'étais en Hongrie, voilà, j'avais juste mon cuit vapeur et c'était tout. Mm. Euh, Là, j'ai un peu plus de choses. Parce que vu comme du coup, je vais pas manger ce que Rémi m'a fait, ce matin, j'ai fait du riz et pour accompagner mon riz, j'ai du japissou, du lapin. Alors, c'est pas du lièvre. Moi, je mange pas nos amis les lièvres, mais c'est du lapin. Et du coup, c'est pareil, c'est des choses que on en parlait dans le dernier podcast. Il y a plein d'aliments comme ça que les gens ne mangent pas, alors que ça coûte pas forcément si cher que ça. C'est pas forcément ultra compliqué à faire. N'hésitez pas, voilà, à sortir un peu de tout ce qui est poulet, steak, etc. Allez chercher un peu plus loin, parce que quand j'ai partagé ma diète sur les réseaux, c'était ça aussi un point sur lequel je voulais revenir dans le dernier podcast. J'ai partagé du coup donc ma diète qui était vachement haute en calories et tout. Et j'ai dit qu'il y en avait à peu près pour 70 euros de courses par semaine. Et les gens, ils étaient tous là, impossible et tout, sachant que bah, je mange quand même du saumon, je mange quand même des entrecôtes, etc. Mais c'est sûr que si tu te balances 2-3 kilos de poulet à 12 euros le kilo par semaine, bah, c'est sûr que déjà, ça te fait la moitié de la note. Mais si voilà, tu te prends bien du pot-au-feu, le pot-au-feu c'est souvent sous les 10 euros le kilo. Si tu te prends du foie de bœuf, le foie de bœuf c'est par exemple souvent proche des 3 euros le kilo. Si tu te prends du lapin, le lapin, c'est pareil, là, il était pas cher, il était aux alentours des 7 euros le kilo, quelque chose comme ça. Enfin, Tous les abats, on en avait parlé dans le précédent podcast, c'est vrai, il y a des bons coups à faire. Regardez chez votre boucher, regardez sur le rayon, enfin dans le rayon aussi des grands supermarchés au niveau boucherie. Il y a des fois des choses qui sont pas forcément difficiles à cuisiner et qui passent très bien. Voilà, ce que je disais, tous les abats, ce sont des très très bonnes alternatives. Et je voulais aussi rebondir par rapport aux légumes. Moi, les légumes de saison, bah, ils sont souvent moins chers. C'est clair que si vous achetez des hmm, tomates à cette période-là, bah, vous allez les payer très cher. En plus de ça, elles apporteront peut-être pas autant de nutriments, de micronutriments que quand elles sont mangées en pleine saison. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu le calendrier de la saisonnalité des produits, fruits, légumes, et vous allez voir que vous allez découvrir déjà des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger et qui sont super bons. Enfin voilà, là c'est la période où je fais pas mal de soupe. Bah, franchement, c'est un régal. Vous mettez à cuire plein de légumes. Alors, je suis pas du tout un grand cuisinier, hein, loin de là. Mais la soupe chou-fleur, carotte, poireaux, je l'avais jamais faite. J'ai mélangé tout ce que j'avais trouvé. Pouf, j'ai tout mélangé et puis ça se mange très très bien. Alors bon après on aime ou on n'aime pas, mais en attendant c'est hyper facile à faire. Ça me fait sur plusieurs repas. Et puis voilà, j'ai une bonne dose de légumes. ouais, c'est vrai que au niveau de la cuisine, tout de suite, ça peut paraître compliqué, mais la vérité, c'est que moi, ma cuisine, ça consiste à préparer les aliments, donc les éplucher et tout, les mettre à cuire, Ouais. me barrer, travailler, etc. Et revenir avant que ça sente le cramé. Euh, voilà, Tu voilà te rappelles le poulet sur le tout premier épisode? Ah, le poulet qui avait cramé sur le premier épisode. Mais concrètement, c'est ça la cuisine que je fais. Et voilà, il faut pas avoir peur de parfois mettre un truc à cuire pendant 1-2 heures, c'est pas très grave, surtout si ça fait plusieurs jours derrière, plutôt que de juste faire cuire son poulet dans la poêle, etc. Et puis être prêt instantanément. Mais
ce que je voulais dire, voilà, c'est ne pas rester sur les classiques, aller un peu plus loin, aller chercher les bonnes occasions. Très honnêtement, comment on a su que voilà, tous ces genres de produits étaient pas chers? Parce que quand on était étudiant, qu'on n'avait vraiment pas un rond, au bout d'un moment, t'as pas le choix. C'est-à-dire que quand t'as pas de thunes, tu es obligé d'acheter les produits les moins chers. Et si tu veux quand même acheter des produits de bonne qualité, eh bien, tu cherches un peu plus loin que le bout de ton nez et tu tombes sur des occasions. Moi, depuis que je suis revenu en France, par rapport à la Hongrie, je trouve qu'en France, il y a quand même plein de trucs qui sont, genre tout ce qui est date courte, etc. La dernière fois, il y avait un carton de fruits rempli pour 2 euros. Je me suis fait une salade de fruits, j'en ai eu pour hyper longtemps. Les fruits, du coup, ne sont pas perdus, etc. Mais tout ça, il y a plein tu peux trouver vraiment de bonnes opportunités, tu peux trouver de bonnes choses. En plus, tu as tous les comparateurs de sites internet en ligne, avec les drives, etc. Tu peux comparer, tu peux connaître ton budget, tu peux faire plein de trucs. Ce qu'il faut, c'est juste aller chercher un peu plus loin que riz, poulet, brocoli. Surtout, les gens mangent ça sec, du coup, c'est immangeable. Et la diète, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que les gens ne l'abordent pas de la bonne façon. La diète, c'est vraiment voilà, une histoire de calories, macronutriments, micronutriments. Tu t'arranges pour tout avoir et faire un truc bon, et c'est bon. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas avoir peur. Là, j'ai un de mes suivis en coaching. Je ne sais pas s'il écoutera le podcast. Il m'a demandé, il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 jours, ou peut-être une semaine, je ne sais plus, avec l'anesthésie, j'ai perdu un peu la notion du temps, de lui rajouter du poulpe dans sa diète. On ne me l'avait jamais demandé. Il me dit, écoute, je vais chez mon poissonnier, le poulpe, ça coûte que dalle. En plus, en termes de volume alimentaire par rapport aux calories, il a 500 grammes de poulpe. Donc 500 grammes de poulpe, c'est l'équivalent d'environ 200 grammes de poulet. Donc en termes de volume alimentaire, c'est vachement plus important. On est sur un objectif de perte de gras. Et voilà, c'est ça, c'est pas cher. Il kiffe ça, il adore ça. Et en plus de ça, ça lui fait un volume alimentaire important. Donc en fait, parfois, ce qu'il faut, c'est juste ne pas rester sur la route qui est tracée, celle que tout le monde prend, et prendre un peu les sentiers qui sont sur les côtés, et voilà, essayer de faire sa propre route et trouver ses propres solutions, parce que sinon, c'est sûr, on peut dire oui, ça coûte cher, ça prend du temps, machin, etc. De cuisiner, c'est compliqué, j'arrive pas à suivre ma diète, mais encore une fois, c'est toujours bien ton implication qui dicte ta réussite, et si tu t'en donnes les moyens, tu y arriveras tout simplement et tu trouveras toujours des solutions. Ouais, tout à fait. Est-ce que Denis, tu te rappelles quand on allait faire nos courses à Leader Price et que on avait des cajots de légumes? Tu te rappelles de ces cajots? Alors dis-moi. Ben, tu sais, donc on faisait nos courses à Leader Price, donc maintenant ça n'existe plus, ça a été racheté par je sais plus quel autre grand groupe. Et il y avait, enfin, à Leader Price, les légumes, ils sont jamais très beaux, mais aussi ils sont jamais trop pris parce que bon, il n'y a pas trop de choix et puis les gens n'ont pas l'air de vouloir trop manger les fruits et légumes là-bas. Et il y avait des cajots, tu te rappelles, on a acheté des grands cajots, dedans il y avait des poivrons de toutes les couleurs et puis on faisait des fameuses poivronnades, tu te rappelles? Ah oui, la poivronade! Voilà. Ah, la poivronade! Et donc, on négociait avec le gérant. Il nous donnait des cajoux dont il y avait des poivrons qui étaient bon, un peu flétris, et voilà, qui n'étaient pas beaux et donc que personne ne voulait consommer. Et donc, nous, il nous les filait. Enfin, il nous les filait. Il nous les vendait, bien évidemment, à un prix réduit. Et puis, on se faisait des poivronnades. Donc, les poivronnades, c'était de peler les poivrons, de les mixer, de mettre ça avec du skyr ou du fromage blanc, je sais plus ce que c'était. Ah, c'est du skier. Du skyr, voilà. Et puis, on mélangeait tout ça et on faisait des bonnes sauces. On appelait ça la poivronnade. Et en plus, après, on l'avait fait on avait fait du tzatziki, je me rappelle, avec du concombre de saison, avec pareil un peu de fromage blanc, un peu d'herbe, et ça nous faisait notre petite sauce, et on avait vraiment des bons petits plats rapides. C'est vrai que cette recette de poivronade, je me souviens que quand j'ai commencé à faire du coaching diète, absolument tous mes suivis avaient cette recette de poivronade Ah, pour c'était accompagner génial. leur plat et il l'a kiffé. Et au fur et à mesure, j'ai fini par enlever cette recette. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'était une très bonne recette. En plus, le skier à l'époque, Ouais, je sais c'était pas pas si tu te aussi souviens, cher. le skier n'était pas aussi cher. C'est vrai. Et ça coûtait vraiment que dalle. Aujourd'hui, quand tu vois le truc, ça coûte le pot, ça coûte la blinde. Ouais, c'est vrai, ils se touchent hein, maintenant, les gars. Ouais, à l'époque, ton pot de 1 kg, je sais même pas si tu l'avais tu l'avais au même prix que le fromage blanc zéro, hein, quelque chose Mm. comme ça, hein. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment intéressant. Mais ouais, il y a plein de petites recettes comme ça
Après, c'est vrai que je partage pas trop les recettes parce que à chaque fois que C'est je pas partage une recette, Instagrammable, ce qu'on avait déjà dit. voilà, On mange souvent pour la fonction. C'est vrai que c'est pas beau dans nos assiettes, quoi. bah, en vrai, c'est sûr que aussi c'est la manière dont on le prépare. Tu Ouais. sais, comme j'ai dit, on prépare, on met à cuire, on se barre. Mais ça, c'est la réalité. Je veux dire, personne fait des assiettes Instagrammables tous les jours. Sauf quand voilà, tu es influenceur fitness, machin, peut-être à la limite, ou que tu vends des trucs de cuisine. Mais Ouais. sinon, La réalité, c'est la tout. réalité, c'est ça. Et quand on partage des plats, j'ai partagé du coup la dernière fois le pot-au-feu, bah voilà, les gens ils disent ouais, ça donne pas envie. Ouais, je suis Ça d'accord. donne pas envie. Même toi, tes recettes là, on en avait parlé. Rémi, il fait une recette. Il avait fait cuire du coup ses pâtes en avance et qu'il avait coupé en deux. Du coup, ça lui faisait un bloc dans l'assiette. Bah voilà, c'est pas très beau. C'est ce que j'appelle le gâteau de pâte ou quand je fais cuire du riz, du gâteau de riz. C'est quand le riz, il est vraiment sorti du cuiseur, qu'il est bien sec là et qu'il y a juste à le couper en tranches et de prendre sa petite part. C'est ce que j'appelle le gâteau de riz. Donc ça, c'est vraiment le repas de la dernière minute, quoi, où t'as pas forcément le temps, tu fais vite fait un petit truc. Et ça, c'est clair que c'est pas beau à voir et c'est un peu sec. Mais bon, après, il y a toujours des stratégies, comme on le disait, pour arranger le truc. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, souvent c'est le mélange du total qui en fait quelque chose, qui en fait quelque chose de bon. Ouais, ouais. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est pas se limiter. Et puis au niveau de la diète, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut pas se limiter juste à deux, trois aliments. C'est ça. Non, et puis même, euh, on aime bien aussi tester des trucs. Je me rappelle quand on était ensemble en appart, moi je me rappelle avoir mélangé du maquereau avec de la cannelle, par exemple. Non, non, mais Rémi, quand on était en appart ensemble, Je mélange mes fruits avec mes repas. Enfin, vraiment, je prends mon saladier. Je me dis, tiens, allez, tiens, on va prendre un peu de féculents, un peu de viande. Allez, je vais prendre ça en fruits. Je le mélange. C'est la vérité, je l'avoue. Il y a que moi qui est capable de bouffer ce genre de trucs, mais parce que voilà, moi j'aime bien tout mélanger, c'est pas un souci pour moi. Et des ouais. fois, on découvre des saveurs, des nouvelles saveurs. Non mais Rémi, je me souviens donc quand on était en appart ensemble, moi c'était l'époque où voilà, c'était la méga prise de masse. Je galérais à manger, donc il fallait que tout soit quand même bien organisé. Et à côté j'avais Rémi qui était là. Il mélangeait de la pastèque avec des betteraves, du maquereau et de la cannelle dans la même assiette, et il te faisait une tambouille, il te rajoutait un yaourt avec, et, et Ah, ouais, ouais, il ouais. mangeait ça, il me faisait un grand sourire avec sa bouffe. Et moi, j'étais là, oh putain, mais comment il fait pour manger ça? Ça doit être immangeable. Mais Rémi, il a révolutionné la cuisine. Il faisait des trucs, c'était. Ça avait l'air ignoble. Mais au final, je voyais bouffer ça, ça avait l'air pas mal. Bah, en fait, c'est que ça respectait mes calories, ça respectait mes macros. Et au lieu de prendre séparément mes petits plats, je mettais tout dans un même saladier et puis basta, hein. C'était quand même puissant. C'était quand même puissant. Bon, maintenant, c'est vrai que bon, ça m'est un peu passé, mais bon, il y a quand même toujours des séquelles, hein. Le gâteau de riz, le gâteau de pâte, ça, à mon avis, ça va me suivre un moment. Je pense aussi. Mon Bon, frère, allez, à toi, mon doudou. À toi, bah, mon t'as fait doudou. un retour sur ta semaine? T'as juste parlé du repas? Bah, le repas, je disais, voilà, du dimanche et la soupe du dimanche soir et du lundi midi au chou-fleur. Bah, du coup, voilà, ça m'a causé quelques petits soucis de transit, mais rien de méchant. Enfin, voilà, j'ai pu largement m'entraîner sans trop de soucis. Euh, donc voilà, après une séance push mardi et une séance pull hier, aujourd'hui jeudi, mon jour de repos. Voilà, trois entraînements que j'ai pu faire dans de très bonnes conditions. Donc c'est parfait. Enfin voilà, j'ai pas à me plaindre. La progression est là. Toujours pareil, hein, on est là. On va parfait. J'ai vu Mm. hier que tu avais fait du roumain. J'ai l'impression qu'il y a un peu de poids sur ton roumain là. Ouais, ça commence, ouais, ça T'es commence. t'es à combien à peu près Roumain, hier, j'étais à 180 sur mon top 7. 180 en 7 reps. J'ai fait Attends, ça. 180 c'est ton top 7 ou ta barre de chauffe? Je rigole. Déjà, 4 PPS au roumain, ça commence à faire une sacrée barre. Ça commence à faire une sacrée barre. Et à chaque fois, je me dis, quand est-ce que je vais mettre mes petits reverse bands? Parce que bah, dans l'idée, c'est d'essayer de pousser le cycle bah, sans mettre le moindre élastique pour délester une partie du mouvement. C'est ce que Et j'allais pour le dire, moment, ce, ça passe. ce sent le reverse band bientôt. Non, pas encore, parce que tu vois, je prends bien les 7 reps. Alors, bah, du coup, ça, c'est la petite morale. C'est-à-dire que si vous souhaitez changer un mouvement parce que vous vous dites que bah, il va bientôt arriver en bout de course, bah, attendez vraiment d'être en bout de course. Ça, c'est la petite morale. C'est-à-dire que là, sur mon roumain, ça fait depuis que je suis à 160 que je me dis, bon, bah voilà,
Là, je vais y aller mollo. Je sais que chaque semaine, c'est compliqué de progresser dessus. Et finalement, voilà, j'ai fait 160, 180. Bon, bien sûr, toujours dans la difficulté. Mais je me dis toujours, j'attends vraiment de commencer à avoir un défaut technique ou de sentir que j'ai perdu beaucoup de répétitions. Là, je suis en 7 reps sur mon top 7, c'est parfait. Donc, attendez vraiment d'être en bout de course avant de faire une variante ou de recycler l'exercice. Voilà, allez vraiment au bout des choses et vous en serez surtout très heureux et surtout très surpris. C'est le cas pour moi. Je suis déjà monté un peu plus haut, mais quand j'étais un peu plus lourd sur le RDL, là, c'est vraiment un all-time PR à chaque fois à mon poids de corps. Donc voilà, j'attends l'échéance, j'attends vraiment le moment où ça va commencer à crash. Mais tant que ça ne crache pas, continuez. Voilà, et ça, c'est le Ouais, petit mot. c'est le cycle, tu sais, d'un mouvement. Mm. En gros, tu commences toujours, bah, c'est facile, tu montes Ouais, rapidement au début. Ça, c'est vraiment la phase où tu prends tes repères, où du coup ça se passe bien, tu es content, etc. Ça monte bien. tout Après, à tu as fait. la phase où ça commence à devenir un peu challengeant. Personnellement, c'est l'une des phases que je préfère. C'est là où vraiment tu commences à te mettre la race, etc. C'est Où il ça. faut vraiment te challenger pour progresser. Après, il y a le moment où ça commence à être dur Ouais. où la progression voilà, ralentit, même si tu te mets des races, ça monte quand même moins vite. Ouais. Et donc là, c'est là où t'en étais au final. Ça, ouais, ouais. Et après, bah, tu as la phase où eh bien, tu arrives en bout de cycle et soit tu recycles, soit du coup, eh bien, tu changes d'exo, soit tu changes un paramètre pour permettre de continuer le cycle, etc. Tout Tout ça, à fait. c'est des choses dont on a déjà parlé dans les précédents podcasts. Ouais, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et puis en fait, ces phases-là, bah, peut-être que la première phase où vous êtes hyper à l'aise et tout va très vite, enfin, tout est facile, bah, cette période, elle est peut-être très courte, parce qu'après, vous allez vite rentrer dans la phase de challenge, comme disait Denis, et celle-ci, bon, bah voilà, pareil, la temporalité, c'est à vous de la choisir. Prenez bien votre temps et allez au bout des choses. Certains pensent être au bout de leur cycle de progression, mais il en est rien en fait. Quand vous regardez en vidéo ou quand vous êtes un peu plus objectif avec vous-même, vous vous rendez compte que vous avez toujours de la réserve, toujours un peu de cette capacité à repousser vos limites. Donc allez-y, allez-y jusqu'au moment où vous allez lâcher la barre, quoi, jusqu'au moment où la barre va pas remonter ou que vous n'allez pas pouvoir valider votre répétition ou votre série comme il faut. Allez jusqu'au bout de cette échéance. Très bien, mon frère. Et voilà, Bah, donc du coup, bah voilà, une bonne semaine, un bon début de semaine. On verra pour la fin de semaine. Et toi, parce que du coup, tu as plein de choses à nous raconter aussi de deux. j'ai plein de choses. J'ai surtout du coup donc l'opération qui s'est passée. Du coup, donc, petit rappel, je m'étais explosé une dent de sagesse en Hongrie et il fallait que je me fasse retirer les trois autres. Du coup, donc là, en France, on m'a retiré les trois autres, cette fois-ci sous anesthésie générale. La dernière fois, c'était une anesthésie, on va dire, semi-locale. Une Euh, anesthésie hongroise, quoi. voilà, c'est ça. J'avais vraiment. En fait, quand j'ai mal, je danse. C'est comme ça que, comme ça que j'élimine la douleur. Et du coup, donc en post-opération, voilà, ils n'ont pas mis longtemps à faire les papiers parce que j'étais en train de danser dans la salle d'attente devant tout le monde tellement ça me piquait. Et j'étais rentré et vraiment j'avais été très gonflé, etc. J'avais beaucoup de douleurs. J'avais mis vraiment 3 semaines avant de plus avoir de douleurs. Cette fois-ci, du coup, donc anesthésie générale. Je me suis pointé à l'hôpital, c'est très bien passé, etc. Je sors de l'opération, donc après le réveil très bien, j'avais les idées claires assez rapidement et zéro douleur. Mais vraiment, genre zéro douleur. Ils m'ont donné, tu sais, du Doliprane codéiné, machin, etc. Ah oui. En cas de douleur. Et ben, j'en ai pas eu besoin. Vraiment, j'ai pas de douleur. J'ai pas pris du coup un médicament pour la douleur depuis, donc ça me change quand même pas mal. Après, il faut dire que T'étais shooté par contre, hein. Purée. en fait, c'est l'anesthésie générale. Je sens que j'ai pas quand même encore totalement récupéré, mais l'anesthésie générale, ouais, le soir même, on va dire que ça allait. Le soir même, ça allait. J'avais l'impression d'avoir fait une petite sieste. Voilà, j'avais de l'énergie à mon réveil, etc. Le lendemain, putain, le lendemain, j'étais explosé. Ah ouais, on s'est vu le soir, hein, d'ailleurs. On s'est vu le soir, c'est vrai, et donc j'avais quand même dû faire une sieste de 2 heures dans l'après-midi. Et donc j'avais passé déjà une nuit de 10 heures plus une sieste de 2 heures dans l'après-midi. Et à 21 heures, je dormais sur la table. Ah ouais, il dormait sur la table, putain. Vraiment zéro respect, quoi. Je viens manger, peinard avec la famille, Denis. C'est
vrai. Mais déjà, en fait, il faut savoir que moi, de base, à 21h, c'est compliqué. À partir de 21h, c'est compliqué. Il faut que, voilà, ma journée, elle a été. Il n'y a pas une journée où, voilà, ça me crame pas. Donc, quand j'arrive à 21h, c'est vraiment l'heure de dormir, quoi. Ouais. Et en temps normal, passé 21h, quand il y a du monde, je me tiens. C'est-à-dire que voilà, je parle un peu moins et puis je commence à dire des petites répliques du genre faudrait peut-être aller se coucher là. Phrase de vieux, quoi. Voilà, phrase de vieux. Mais sinon, je tiens le coup. Là, avec l'anesthésie, 20h59, je regardais l'heure, 21h, je rompillais sur la table. Je ronflais allègrement et du coup, ouais, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en remettre de cette anesthésie. Ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, donc avec les données que je traque, j'ai pu voir un peu les effets de l'anesthésie sur mon corps. Aussi, combien de temps en fait je mets à complètement récupérer. Donc ma fréquence cardiaque a vachement augmenté après l'opération. Bien sûr, il n'y a pas que l'anesthésie, hein, il y a l'opération aussi, le stress de l'opération, etc. Mm. Donc ma fréquence cardiaque a explosé. Du coup, donc depuis, elle fait que redescendre. J'ai ma température corporelle aussi qui a augmenté, etc. Enfin, il y a plein de variables qui, du coup, normalement, mes variables sont toujours voilà, similaires d'un jour à l'autre. Et ça depuis plusieurs mois. Bah, c'est la Et fièvre qui t'a fait monter. oui, c'est ça. Et du coup, donc là, avec l'opération, ça a tout chamboulé. Donc c'était assez drôle. Et donc là, ça revient petit à petit. Je vais pouvoir reprendre d'ailleurs l'entraînement tranquillement aujourd'hui. Alors, bien sûr, il va y avoir des adaptations au niveau de l'entraînement. Je vais reprendre tranquillement avec les jambes aujourd'hui. Bouche ouverte, hein, par contre. Hein. Non, non, je vais pas. En fait, mon plus gros problème sur mes mouvements, c'est pas en réalité que je serre les dents. Ça, je le fais plus depuis que je me suis pété la dent. Donc ça, il y a plus de problème pour ça. Mon gros problème, c'est qu'en fait, lorsque je force, je tremble énormément. Je sais pas si ça te le fait, toi, Rémi. Si, si, les shaky reps. Mais ouais, mais en fait, j'ai ma tête qui. Ouais, ouais, ouais. Et malheureusement, en fait, ça, la dernière fois que du coup je me suis fait opérer de la dent de sagesse, c'est ça qui me posait le plus de problèmes. Parce que dès que je force un peu trop, dès qu'un mouvement me demande un peu trop voilà, de compensation, etc., ou que je vais trop loin dans l'effort, tout de suite je me mets à vibrer. Et du coup, c'est là où ça me relance la douleur. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Il va falloir que du coup, j'utilise une sélection de mouvements qui soit intelligente et qui du coup ne me demande pas trop une forte stabilité. C'est souvent les mouvements qui me demandent beaucoup de stabilité, beaucoup d'efforts de gainage qui me font trembler. Donc, encore une fois, ça va être. Moi, je vois toujours ça, tu sais, comme un nouveau challenge. Comme du coup, eh bien voilà, il y a des modifications. Il faut que je trouve les bonnes modifications. Comme tu sais, quand je fais un programme pour quelqu'un, il faut que je lui trouve les meilleurs exos par rapport à sa morphologie, par rapport à Par ses rapport à exos, sa etc. salle, ouais, exact. Ouais. Par rapport J'aime à sa beaucoup salle. ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que je prends les choses. Donc, ça va être intéressant. Il va falloir que aussi, eh bien, j'adapte en fonction des résultats sur la séance, de comment ça se passe, parce que du coup, je vais travailler au seuil de la douleur. Mm. Je vais très certainement devoir utiliser certaines techniques d'intensification. Enfin, voilà, ça va être assez fun Ouais. sur les prochaines semaines. Et même si, voilà, c'est pas des semaines où je vais progresser, c'est des semaines qui vont être intéressantes, qui vont me pousser à la réflexion dans mes entraînements, etc. Et voilà quoi, je vais pas me faire chier et ça va être intéressant. Ouais, Donc, tout à fait. donc voilà pour ça. Je vais bien voir comment ça va se passer cet après-midi. Je ferai un débrief. J'ai déjà une vague idée des séances que je vais faire. J'adapterai aussi eh bien, en fonction de la douleur. Mais du coup, les prochaines semaines vont être intéressantes. Niveau bouffe, aussi pour faire un retour, bah, vu comme j'avais pas mal, j'ai pu reprendre quand même assez rapidement. J'ai pu reprendre quand même assez rapidement. J'ai pas voulu faire le fou, sachant que quand je me suis fait opérer en Hongrie, c'était très simple. Hein. Ils m'ont dit bon bah voilà, on t'a enlevé la dent, tu prends 7 antibiotiques et tu te casses. Pas, pas d'antidouleur, pas de conseils que dalle. Là, ils m'ont quand même dit bon bah voilà, il faut éviter les courants d'air frais. Il Ah faut ouais? ouais, sinon ça peut vraiment te faire gonfler. Ils m'ont dit voilà, au niveau de la bouffe. Bon, la bouffe, voilà, je me doutais bien que j'allais pas manger, je sais pas, des trucs qui croquent le soir même, etc. Mais du coup, voilà, ils m'ont quand même un peu plus encadré et je me suis dit, on va les écouter. Parce que ça se trouve, la dernière fois, c'est que justement, je manquais de conseils, etc. Alors, j'avais été voir sur Internet, mais voilà, sur Internet,
tu connais bien, hein, quand tu dis voilà, j'ai mal ici, et ça te dit que tu as le cancer du cerveau. Enfin, tu vois, tout de suite, tu trouves de tout et de rien. Donc la Ouais. fiabilité des informations est pas toujours bonne. Tout à fait. On le voit bien d'ailleurs avec les infos sur la muscu. Oh Et, oui. et du coup, donc là, j'ai écouté voilà, les professionnels, etc. Ce qui fait que là où c'est intéressant, c'est que j'ai pas été STP pendant du coup donc les 2-3 jours qui ont suivi l'opération. Ah ouais. Ouais, parce que du coup, et ce qu'il fallait vraiment éviter, c'est les courants d'air froid. Là, c'est gelé tous les matins. C'est la piste. Enfin voilà, je fais de la patinoire à chaque fois que je step les matins. Et il y avait beaucoup de vent. Donc vraiment, je faisais attention. Et j'ai essayé quand même de sortir quand il y avait une éclaircie. J'ai vu que le vent, j'avais l'impression qu'il me rentrait directement dans la dent, Ok. dans les dents. Je dis, on va pas prendre de risque. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la question que beaucoup se posent, tu sais, quand tu te fais opérer des dents, eh bien tout de suite, voilà, tu peux plus manger, donc tu perds du poids. Eh bien, en réalité, j'ai pas perdu de poids. Pourquoi? Parce que du coup, vu comme j'ai arrêté de stepper, eh bien, ma dépense énergétique a littéralement chuté. Oui, oui. Ce qui fait que mes calories, j'ai dû manger vraiment au maximum du maximum, 2500-2600 kilocalories par jour. Alors, j'ai pas pu tout compter, tout simplement parce qu'il y avait quand même certains aliments. Dès que ça me faisait un peu mal, encore une fois, balance bénéfice-risque, voilà, je switchais, je prenais une autre source de protéines, etc. Quand ma viande était un peu trop dure, je passais sur du skir ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, c'est une estimation, mais j'ai quand même drastiquement réduit mon total de calories par rapport à d'habitude, et je dirais en x2, et mon poids n'a pas bougé. Ouais. Donc, encore une fois, c'est bien la preuve que c'est la dépense énergétique qui va faire en fait tout simplement votre total calorique. Et que si par exemple, eh bien, tu n'arrives pas à perdre de poids, si tu as l'impression que ton métabolisme de base est bas, eh bien, c'est pas ça. C'est juste que tout simplement, tu ne bouges pas suffisamment. Et quand les gens me disent ouais, tu manges 5000 kilocalories, c'est énorme, etc. Alors que moi, à 5000 kilocalories, mon poids, il bouge pas tant que ça au final, tu vois. 5000 kilocalories, mon poids, j'ai dû prendre 500 grammes au cours des 2 derniers mois, quoi. Donc, il est relativement stable à ce point-là. Pourquoi? Mais parce que j'ai une dépense énergétique de bâtard et que je passe mes journées à me dépenser. Et quand je dis dépenser, c'est pas juste m'entraîner, c'est vraiment via les steps, etc., que je fais. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où j'enlève ça, eh bien, à 2000, 2300, 2200 kilocalories, mon poids peut se maintenir très facilement. Tout à fait. Donc, voilà, il y a toujours aussi ça. N'accusez pas à tort votre pauvre métabolisme qui n'a rien à voir eh bien, avec votre inactivité et votre manque de progression. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. Tu as tout à fait raison. Donc, c'était la petite morale sympa. Parce que du coup, ouais, c'est ça. On aime bien toujours, tu sais, trouver des ennemis, des responsables pour justifier notre manque de progression. Et au final, ça, c'est quoi? C'est que ça finit. En fait, on finit par se mentir à soi-même. Et se mentir à soi-même, c'est pire que de mentir aux autres. Parce Ouais. que, eh bien, Oh oui. c'est irréversible. Et une fois que tu t'es persuadé de quelque chose, c'est très dur à te le faire sortir de la tête. Et, Puis après, tu peux y prendre goût finalement. ouais, c'est Tu te ça. dis, Et ouais, c'est bon, je me suis persuadé une fois, j'ai réussi à trouver un bouc émissaire, bah voilà, bah, je vais prendre à chaque fois un autre bouc émissaire pour me trouver une excuse. Et finalement, bah, ça te mènera à rien. ouais, puis ça te fait rentrer dans le cercle de l'inaction, de te dire que de toute façon, tu peux rien y faire, tu es comme ça. Mais la vérité, c'est que personne n'est différent des autres, hein. Les lois de la thermodynamique s'appliquent à tout le monde. Si tu ne prends pas de poids, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. Si tu ne perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Tout à fait, C'est aussi simple que ça. exactement. Donc voilà pour cette petite morale. Euh, ouais, petite morale, mais quand même, on a parlé pendant un bon moment. Ouais, on va pouvoir On va reprendre pas passer aux questions, ouais. on va pouvoir passer aux questions. La Merci dernière. encore hein, pour tous ceux qui nous posent des questions. Enfin, on a une liste de questions hyper intéressantes. À chaque fois, on en sélectionne certaines et puis on essaie d'y répondre. Mais continuez de nous envoyer des questions. Des fois, voilà, on prend le temps aussi d'y répondre en off. Alors bien sûr, pas de manière aussi détaillée que à travers ce podcast. Mais voilà, c'est très gentil. Merci aussi encore une fois pour vos retours. À chaque fois qu'on a une question, on a aussi un message rempli de bienveillance. Donc c'est toujours agréable.
Ouais, merci, merci à tous ceux qui soutiennent le podcast aussi, qui mettent des likes aussi sur les réseaux. Je sais pas combien on en est, Rémi. J'ai Rémi, pas été voir depuis un moment. J'ai pas t'as été pas voir. fait ton boulot, Rémi, putain. Ouais, regarde, je vais le dire, je vais vous le dire en direct. Hop, Spotify. Eh bien, on vient de passer les 360 notes et on est à toujours 5 étoiles sur Spotify. Enfin, c'est juste énorme. Merci, J'en merci à reviens tous. pas, quoi. On a fait quoi? Même pas une 15 épisodes. Alors, bien sûr, on va continuer, hein, c'est pas le souci, mais en 15 épisodes, il y a un espèce d'engouement autour du 0R RIR podcast, donc Ouais, et c'est puis flatteur. on a reçu pas mal de messages aussi, comme quoi eh bien, le podcast manquait, que Ouais, du coup, bah, avec les problèmes qu'on a eus, etc. Donc, c'est sûr qu'on sent qu'il y a de l'engouement et ça nous pousse aussi à continuer le podcast. tout à fait. Ouais. Allez, on attaque les questions. Alors, je propose qu'on reprenne, parce que en fait, la dernière fois, le dernier podcast a coupé sur la question de la ceinture qu'on avait un peu abordée. Ah Donc, oui. je propose qu'on recommence par celle-là. Parce que du coup, oui, on n'a pas fait le sommaire en début de vidéo, mais vu comme on l'avait fait la dernière fois et qu'on continue les questions, du coup, donc oui, on va reprendre les 4 questions qu'on n'a pas pu faire. Donc, pour faire vite fait le petit sommaire, c'est du coup donc quand utiliser une ceinture et quelle est la meilleure ceinture à utiliser. Ouais. Ensuite, du coup, donc c'est le meilleur intra-workout et du coup donc un avis sur le dextrose. La question était vraiment centrée autour du dextrose. Qu'est-ce qui compte le plus entre aller à l'échec et soulever lourd? Cette question, elle est intéressante parce que beaucoup en fait confondent la proximité de l'échec, le fait de soulever lourd, etc., le fait de soulever un peu plus léger, etc. Mm. Et du coup, donc dernière question, faut-il être en surplus calorique pour prendre du muscle? Ouais. Ça, c'est une question qui est aussi intéressante. Ah ouais, je pense que là, il y a moyen de. On est parti pour un long podcast, à mon Ah avis. ouais, ça va être très sympa. Donc du coup, on Donc, attaque par la question, voilà. Quand donc utiliser une ceinture et quelle ceinture utiliser? c'est ça. Donc, je te laisse commencer. C'était toi qui avais commencé la dernière fois. Ouais. Alors au niveau du choix de la ceinture, il faut savoir justifier l'utilisation de cet outil. Ce que je veux dire par là, c'est que la ceinture elle va apporter deux aides majeures. Une aide pour le maintien de votre posture, pour faire face à un gainage qui pourrait être un peu en difficulté. Et deuxième point, apporter une rigidité thoracique pour les exercices de poussée. Donc le premier point, c'est l'utilisation de la ceinture sur le maintien de votre posture sur des exercices où votre facteur limitant sera votre gainage. Exemple, les soulevés de terre, par exemple, certains vont par nécessité et puis par aussi envie utiliser une ceinture parce qu'ils en ressentent le besoin. Ça, c'est pas une généralité. Certains, au contraire, vont pas forcément utiliser de ceinture. Par exemple, j'en fais partie. Je n'aime pas avoir une ceinture sur mes mouvements de tirage, mes mouvements de hanche, mes mouvements de soulevé de terre, par exemple, de roumain, etc. Mais par contre, j'aime bien utiliser de temps en temps la ceinture sur certains mouvements de jambes, euh, comme le hack squat ou le pendulum, etc., pour apporter un maintien de mon tronc et donc du coup éviter, limiter des petites tensions que je pourrais avoir dans cette zone-là. Le deuxième point, c'était sur la rigidité thoracique. La rigidité thoracique, c'est essayer d'apporter un meilleur maintien au niveau de votre cage thoracique pour certains mouvements de poussée. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes qui font du développé couché avec une ceinture, puisque cela va permettre d'engager plus facilement vos pectoraux, parce que la ceinture va être là pour apporter cette fameuse rigidité à votre tronc. Ça, c'est de Gundil et de Lavier. Donc voilà, c'est par choix. Je sais que moi, pendant longtemps, j'ai utilisé ma ceinture sur tous mes mouvements de poussée, mes chest press, en tout genre, etc. J'aimais bien avoir cette ceinture qui m'apportait du coup un confort, une certaine stabilité. Mais depuis quelques mois maintenant, je l'ai retiré pour déjà parce que je voulais voir par moi-même s'il y avait vraiment une quelconque différence. Et pour le moment, je ne ressens pas le besoin de la réutiliser. Donc toujours, la première question que vous devez vous poser, c'est euh, est-ce que la ceinture va m'apporter quelque chose? Si elle ne vous apporte rien, ne la mettez pas. Si par contre vous y voyez un intérêt, voilà, même tout petit, utilisez-la et faites-vous votre propre avis.
Ouais, c'est ça en fait. Au niveau de la ceinture, donc Rémi a parlé de différentes utilisations de la ceinture, mais globalement, la plupart des gens qui vont utiliser une ceinture, ça sera en fait pour essayer d'augmenter, on va dire, la rigidité de leur tronc sur leur mouvement de squat ou sur leur mouvement de soulevé de terre. Concrètement, en fait, la ceinture est liée donc à ce qu'on va appeler le gainage généralement. C'est plutôt, moi, ce que j'appelais le bracing. C'est Ouais. donc en fait la création d'une pression intra-abdominale qui va maintenir le tronc et lui permettre d'être rigidifié et uni durant l'exécution d'un mouvement. C'est-à-dire que donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc sur comment respirer sur ces séries, parce que eh bien justement la respiration va avoir un effet hyper important dans du coup donc le gainage et la réussite de vos mouvements. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez peut-être sur les mouvements que j'exécute, type hack squat, roumain, etc. J'inspire toujours très fort avant de commencer pour en fait envoyer de l'air dans mon estomac, créer ce qu'on appelle une pression intra-abdominale, une rigidité, ce qui va permettre à mon tronc de rester solide et bien positionné durant toute la durée du mouvement. Ça, déjà, au niveau de la respiration, si tu ne gères pas ça, cette pression intra-abdominale, ce bracing, ce qui se passe, c'est tout simplement que tu vas avoir des lacunes de gainage et du coup, avec ou sans ceinture, ça va poser problème. Là où du coup la ceinture peut aider à intervenir, c'est tout simplement que lorsque tu vas avoir un support autour eh bien de tes lombaires, etc., en fait, quand tu vas envoyer cet air pour créer eh bien, cette pression intra-abdominale, tu vas pouvoir en fait pousser et envoyer ton air dans un support que tu vas sentir. Ce qui fait que tu vas sentir cette rigidité beaucoup plus facilement. Et ça, c'est selon moi, on va dire, l'avantage principal de la ceinture, qui est justement une aide au bracing et à la création de cette pression intra-abdominale. Pour certaines personnes, eh bien, ça les aidera grandement. Et du coup, sur leur mouvement de squat, de soulevé de terre, eh bien, la ceinture sera un outil essentiel. Pour d'autres, moi je sais que le roumain, par exemple, la ceinture, ça me gêne, donc je ne la mets pas. Mais j'arrive à créer cette pression intra-abdominale sans la ceinture. Encore une fois, c'est ça vraiment, on va dire, l'intérêt de la ceinture. Ouais. Maintenant, la plupart des gens qui utilisent une ceinture, en fait, ils l'utilisent pour masquer une mauvaise technique. C'est ça, exactement. C'est en fait le problème de la ceinture, c'est-à-dire qu'une personne va faire du soulevé de terre, elle va dire oh je sens un peu mon bas du dos parce que eh bien la personne a une flexion de la colonne hyper importante sur ses mouvements et du coup elle se dit bah, je vais mettre une ceinture, ça va régler le problème. Non, en fait, là, ce que tu fais, c'est que tu mets un pansement sur une jambe de bois. Ça ne change rien parce que de base, si ta pression intra-abdominale est nulle, que ton mouvement est nul, mettre une ceinture, eh bien, c'est juste mettre une ceinture sur un mouvement nul. Donc, ça ne va pas changer, ça ne va pas te protéger. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette ceinture, utilisent la ceinture de cette façon-là. Ils disent par exemple, bah voilà, passer une certaine charge, je vais mettre la ceinture parce que je me sens plus en sécurité comme ça, etc. Mais la vérité, c'est que si ta pression intra-abdominale est très bonne et que ton mouvement est très bon, tu n'as pas forcément besoin d'une ceinture. Il faut voilà, juste que tu vois en fonction des besoins que tu en as et de l'utilité que tu en as pour l'utiliser. Mais la base de tout, c'est voilà, d'effectuer tes mouvements correctement et deux, apprendre à respirer correctement, apprendre à créer cette pression intra-abdominale. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser une ceinture. Mais je te rassure, 99% des gens qui utilisent une ceinture en salle l'utilisent pour les mauvaises raisons. Exactement, ouais. En fait, et ça, tu as tout à fait raison. Si tu as mal au lombaire et que tu te dis, je vais mettre une ceinture pour ne plus avoir mal au lombaire, c'est que ça va pas. Enfin, clairement, si tu raisonnes de cette façon-là, c'est que tu n'as pas bien compris le mouvement, que tu as un défaut technique et qu'il faut surtout que tu revoies ta charge de travail. Parce que bien souvent, si tu te dis, je sens que ça pince un petit peu au niveau des lombaires, là, avec une ceinture, c'est sûr que ça ira mieux. Bah non, tu résous pas le problème de fond qui doit être lié à ton mouvement en lui-même. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et puis, quand tu regardes, tu sais, les soulevés de terre dégueulasses sur YouTube, sur Insta, etc., la plupart ont des ceintures et pourtant, ça les empêche pas de. Ouais. ça les empêche pas d'avoir un mouvement ignoble. Donc, non, le problème de la ceinture, c'est que souvent, elle est utilisée voilà, pour masquer une technique qui est mauvaise.
alors que en fait, elle doit juste venir renforcer une technique qui est déjà quasi parfaite. Ouais. Et autre chose aussi, si vous utilisez une ceinture, donc c'est que vous avez fait le choix de l'utiliser parce que vous justifiez l'utilisation, mais par contre, c'est vous faites votre série avec votre ceinture et après, vous la retirez. Beaucoup de personnes gardent leur ceinture à lombaire durant toute leur séance. Euh, c'est pas bon. Enfin, clairement, la ceinture, elle vous sert à rien. Autant que vous l'utilisiez quand vous faites vos séries correctement, et après, dès que vous avez terminé votre série, vous la retirez. C'est comme Oui. ceux qui gardent leur bande de poignet, tu sais, toute la séance, et qui en fait ne les utilisent pas vraiment parce qu'elles ne sont pas serrées. Ils les ont juste en mode, tu sais, bandana là pour, pour s'essuyer le front, et c'est tout. Donc non, quand vous utilisez, comme je l'ai dit, un outil, que ce soit une ceinture, des sangles, des bandes de poignet, etc., vous les utilisez uniquement pour vos séries. Après, c'est sûr que oui, la ceinture, ça doit quand même un peu te gêner lorsque tu la mets. C'est-à-dire Ah bah que c'est ça. si à la fin de ta série, tu n'as pas la nécessité de l'enlever, c'est peut-être qu'elle n'était pas suffisamment serrée. Ouais. Après, du coup, il y a aussi personnellement, quand j'utilise une ceinture et que je la serre trop, ça me gêne aussi sur mon bracing. Du coup, j'arrive pas à pousser correctement dedans. Faut un entre-deux, je suis d'accord. Il faut un entre-deux. Il y a le trop serré et le pas suffisamment serré. Donc il faut bien juger. Mais sinon, du coup, personnellement, sur quel mouvement tu utilises enfin, sur quel mouvement on utilise la ceinture, j'imagine que c'est sur les mêmes. C'est sur les mouvements qui vont demander voilà, une grosse stabilisation du tronc, type souvent hack squat, pendulum. C'est surtout sur ce genre de mouvement qu'on utilise à la ceinture. Ouais. Bah, c'est ça en fait. Et puis même tous les exercices où on va avoir une compression aussi, peut-être enfin, liée à une résistance qui vient d'un axe vertical. Voilà, le hack, typiquement, c'est un exercice où bah, on est sur le même angle de travail. Enfin, la résistance provient dans l'axe de notre colonne et donc forcément, ça n'aide pas au niveau de nos vertèbres. Oui, là où tu vas avoir une pression, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est les seuls mouvements. Après, Rémi, tu parlais des mouvements du coup de développé. Ouais. Sur certains mouvements de développé, sur certaines chest press, sur certains développés couchés, c'est vrai que comme tu disais, ça peut augmenter un peu la rigidité thoracique et donc eh bien, indirectement augmenter le recrutement et le développement des pectoraux. Mhm. Personnellement, à chaque fois que j'ai mis une ceinture sur mes mouvements de développé, c'était pour une raison tout autre. C'était souvent pour tenir mon t-shirt et ou mon sweat. Exact. Parce que c'est sûr que eh bien, on en parlait la dernière fois au niveau du leg drive. À l'époque où je faisais beaucoup de leg drive, ce qui se passe, c'est que tu as tendance à pas mal glisser sur les machines. Et si du coup ton t-shirt, ton sweat n'est pas parfaitement tendu, ce qui se passe, c'est que tu peux vite avoir tendance à glisser aussi sur la machine et perdre ton axe. Et le fait voilà, de tenir tout ça avec une ceinture, à ce moment-là, du coup, je ne la serrais pas très fort, mais ça me servait aussi. Donc ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui me disent ouais, tu sais, j'ai fait une vidéo où tu sais, je montre que je fais du développé aux haltères, je sais plus, je crois à 50 kilos, avec tu sais, les répétitions que j'enchaîne, Ah oui, oui, exact, exact. j'en Ouais. fais plein. Ouais. Et ils étaient tous là, ouais, ça compte pas parce qu'il a une ceinture, machin et tout. Alors que la ceinture, en fait, sert juste à, eh bien, tout simplement me maintenir mon sweat sur le mouvement et elle est pas serrée, tu vois. Donc voilà, il faut toujours, c'est comme tout, c'est comme je l'ai dit dans le dernier podcast, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut l'utiliser lorsque tu as besoin de cet outil, tout simplement. Ouais, exactement. Après, on peut peut-être faire la deuxième partie de la question. Je sais que tu as très envie d'y répondre, donc je vais te laisser. Mais passe pas trop de temps sur les ceintures à scratch parce que ça n'existait pas. Donc ouais, effectivement, on nous pose la question quelle est la meilleure ceinture. Donc c'est vrai qu'il y a trois grands types de ceintures. Les ceintures qu'on réserve à la force athlétique avec un levier. Les ceintures, on va dire, classiques, les plus courantes, celles où on a des trous et on vient clipper à la dimension que l'on souhaite. Et dernière catégorie, mais c'est pas vraiment des bonnes ceintures, ce sont les ceintures à scratch qui sont encore ben voilà, présentes dans les salles Mais de non, sport. Il y en a encore quelques-unes. personne met ça. J'ai jamais vu personne avec une ceinture à scratch. Bah, je Tu t'assure rêves. que si, c'est Mais sûr. non, mais on s'entraîne Il y a pas juste, comme ça. c'est vrai qu'on fait souvent le lien avec ceux qui ont des douleurs au lombaire, vous savez, là, qui ont des ceintures de maintien à scratch là, pour soulever des charges.
il en existe aussi des ceintures pour la force, enfin pour la musculation, mais bien sûr que ce sont des mauvaises ceintures parce que vous en doutez, les scratchs ne tiennent pas. Et donc du coup, là, mieux vaut avoir, on va dire dans notre pratique, des ceintures où vous choisissez les réglages avec les trous, là, et ça suffit largement. Pas forcément besoin d'investir dans une ceinture à levier. Pour ce qu'on en fait, je trouve que c'est cher et ça n'apporte pas forcément grand-chose de plus. Quand tu vois que j'ai explosé ma ceinture, du coup, qui était à. C'était pas une ceinture à levier, c'était une ceinture, du coup, avec des trous. Ouais. Que je l'ai explosée. Ouais, J'imagine. elle avait quand même quelques fragilités. Non, elle était quasiment neuve, hein. Elle a duré. Ah ouais? Elle avait 6 mois, la ceinture, hein. Je l'avais achetée neuve à Budapest. Ah oui, celle-ci, je pensais que Ouais. tu pensais d'une autre. Oui, une Non, autre. non, moi, j'en ai pété plusieurs. Mais Voilà. quand tu vois que j'arrive à péter voilà, des ceintures, alors le mec qui met une ceinture à scratch, c'est sûr que ça va pas tenir. Si je pousse un peu trop fort dedans, c'est sûr que le scratch il s'envole. Mm. Donc oui. Après, pour en revenir du coup sur ceinture à levier, ceinture à cran, euh, alors pour vite fait faire les avantages et les inconvénients des deux, les deux sont de très bonnes options. Personnellement, j'ai pu essayer les deux. La ceinture à levier est plus pratique, mais plus chère. Ouais, Voilà, c'est vrai. tu arrives, tu as juste à avoir le bon réglage, tu l'enfiles, tu mets un petit cran, c'est terminé, tu es prêt pour passer sur ta série. Mm. Par contre, voilà, quand tu perds du poids, quand tu prends du poids, bon, bah voilà, c'est chiant. Il faut se trimballer avec son tournevis pour changer les réglages. Il suffit que, pareil, il fasse un peu trop froid dans ta salle et que du coup, eh bien, tu t'entraînes avec un sweat. Tout de suite, tu dois changer ton réglage. Ça peut être un peu plus contraignant pour ça. La ceinture à cran, elle va pas avoir ce problème-là. Mais les ceintures Elle est à plus cran polyvalente, ouais. Ouais, les ceintures à cran, par contre, qui sont vraiment rigides. Moi, j'en ai essayé quelques-unes. Je me souviens, quand j'ai débuté la muscu, j'avais un power dans ma salle dont on parlait avec Monstro qui m'avait fait essayer sa ceinture. Putain, je faisais 70 kilos à peine. J'avais pas suffisamment de force pour pouvoir la serrer tellement elle était rigide et Mm. j'arrivais pas à mettre l'écran. Donc il y a quand même quelques techniques, etc. Mais une fois que tu as la bonne technique, voilà, les deux options sont valables. Après, ça reste, voilà, c'est surtout au niveau bah, de l'aspect pratique sur lequel voilà, tu vas devoir te pencher et l'aspect économique. Après, il n'y a pas une réelle différence. Après, il y a peut-être sur l'épaisseur dont on peut parler. Ouais, Euh, exact, ouais. Globalement, plus ta ceinture va être épaisse, meilleur sera le maintien, mais plus elle sera, eh bien, du coup, rigide Rigide, ouais, et, aussi. un peu moins confortable, ouais. C'est ça. Il y a tu peux avoir voilà, sachant qu'il y a certaines ceintures qui sont plus pour le bench, donc qui vont être un peu plus fines. On en parlait précédemment pour, voilà, certains aiment bien avoir une ceinture pour tout ce qui va être mouvement de poussée, etc. Donc c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire d'avoir une ceinture épaisse. Avoir une ceinture trop épaisse, ça peut même me gêner. Je préfère avoir limite une corde, ça me suffirait. Parce que c'est vraiment en fait juste pour sentir que je pousse dans quelque chose. Mm. Donc, même quand j'avais pété ma ceinture, j'avais toujours un repère où je serrais bien fort mon pantalon, que je remontais un peu haut, tu sais, mon jogging, Ah, yes. et je sentais que je poussais, et que je sentais que je poussais dedans, et ça me suffisait. Enfin, ça, sur le long terme, ça l'aurait pas fait, mais pour les quelques jours qui me restaient, ça m'aidait bien. Donc voilà, tout dépend en fait des goûts personnels. Et encore une fois, juste n'achetez pas une ceinture parce que c'est beau et que vous avez vu quelqu'un avec une ceinture sur les réseaux. C'est ça. Ouais, c'est beau d'avoir une ceinture SBD, etc. Ça coûte une blinde et surtout si tu t'en sers pas derrière, il n'y a pas un grand intérêt. Donc voilà, Perfect. ça c'était pour terminer. On peut enchaîner avec une autre question. Alors les questions sont dans le désordre. Un peu à Euh, l'image du podcast ces derniers jours. ouais, c'est vrai. Je propose qu'on parle du meilleur intra-workout. Mon frère, est-ce que tu peux nous parler un peu des intra-workouts? Parce que c'est vrai on a parlé beaucoup de post-workout, de pré-workout. On n'a pas vraiment beaucoup parlé d'intra-workout dans le podcast pour le moment. Mm. Bon, bah déjà, qu'est-ce qu'un intra-workout? C'est une boisson que vous allez consommer pendant votre entraînement, pré, avant, post-workout, après. Donc intra, c'est vraiment pendant l'entraînement. Euh, on va dire Alors que après, c'est pas forcément une boisson, hein, je dirais plutôt que c'est une prise alimentaire que tu vas ouais, faire. une prise alimentaire, tu as raison. C'est plus une prise alimentaire. C'est vrai que boisson, c'est. Oui, parce que
Pré et post-workout, c'est pas toujours une boisson, tout à fait. Là, on parle vraiment de quelque chose de consommable pendant votre entraînement. Alors bien sûr, c'est là où j'ai fait le lapsus, c'est que je disais que c'était une boisson parce que c'est vrai que pendant votre entraînement, bon bah bien sûr, vous pouvez vous ramener avec votre petite Euh, collation Alors, consommable, mais bon, c'est pas toujours pratique. alors c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, alors Monstro n'est pas sur le podcast, mais à l'époque où on a commencé la muscu, je sais pas si tu te souviens, mais du coup, moi, Ouais, le petit pot de miel. je prenais mon miel, mais en Ouais. fait, les gros body, tout ce qu'ils faisaient, tu les voyais, donc ils avaient leur séance. Par exemple, la séance, du coup, c'était un split, c'était genre dos biceps, ils faisaient le dos, et ensuite, avant de commencer les biceps, ils descendaient au vestiaire et ils mangeaient du pain d'épices. Ah, putain, je me rappelle, tu m'en avais parlé en Ils plus. mangeaient du pain d'épices, ensuite ils remontaient et ils continuaient leur séance. Et ouais, tous les gros body faisaient ça. Donc il y avait pas de malto, de dextrose, de Maximize, machin et tout. Non, non, c'était pas de BCA, c'était du pain d'épices. Putain, ouais, comme quoi, hein, ça a bien évolué. Mais après, bon, on va dire que le fond même d'avoir un intra-training était là quand même. C'était d'avoir un apport. Bon, Moi, après, il est discutable. Il est aujourd'hui, si je fais discutable. ça, ouais, si je fais ça, je pense que je le vomis le pain d'épices, hein. Ouais, c'est vrai que c'est particulier, mais bon. Le miel que tu prenais à une époque aussi pendant ton intra-training, voilà, Mais c'était le pas une mauvaise chose, encore une fois. pe- T'avais besoin d'une petit, source de glucides. petit ourson, putain, il m'avait affiché. Ouais, mais T'avais, t'avais le petit, tu sais, c'était le truc que tu prenais. Ouais, mais en fait, le problème du miel, c'est que je prenais du miel liquide. Ouais, Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc le miel, c'est un mélange de fructose et de glucose sous forme libre. Le plus intéressant lors de l'effort, ce qu'on veut, c'est, nous, du glucose. Et en fait, le miel, ce qui va faire que, du coup, il va être plus ou moins dur ou plus ou moins liquide, c'est sa proportion de fructose par rapport au glucose. Plus il est liquide, plus il va être riche en fructose. ouais, c'est Et ça. plus il est solide, et plus il va être riche en glucose. Donc en fait, le fait de prendre du miel liquide, c'était pas forcément la meilleure des idées. Vas-y, Exactement. je te laisse continuer, mon frère. Et donc, ouais, j'étais en train de présenter ce qu'était l'intra-training. Donc, c'est vrai que pendant notre entraînement, ce qu'il faut déjà, premier point, c'est s'hydrater. Ça, peu importe ce que tu fais comme séance, il faut impérativement que tu t'hydrates, donc tu bois, que tu consommes de l'eau pendant ton entraînement. Parce qu'évidemment, tu transpires, donc il faut que tu compenses tes pertes hydriques, donc il faut que tu boives. Et puis même, de toute façon, tu vas tirer la langue au bout de 10 minutes si, si tu t'entraînes pas, si tu t'entraînes correctement et que tu ne bois pas d'eau. L'intra-training, donc, voilà, pour le coup, une boisson dans la majorité des cas pour faciliter sa consommation. Donc, il en existe sous différents types de formes, et comme le disait Denis, ce qui va être important, va être de consommer une source rapide de glucose. Donc c'est pour ça que le dextrose ou encore la maltodextrine sont des sucres extrêmement assimilables, facilement assimilables et rapides à consommer et qui vont t'apporter de l'énergie pendant ton entraînement. Donc c'est vrai que euh, pour ce qui est de notre intra-training, on consomme de la maltodextrine. Donc ça peut être très bien du dextrose. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une forme de glucose euh, facilement assimilable, comme je disais, pendant votre entraînement. Il existe aussi d'autres types d'intra-training qui sont voilà, des protéines hydrolysées. Donc on a le fameux PeptoPro qui bon, est très cher, mais peut apporter également aussi un apport en protéines durant son entraînement. Et donc voilà, vu comme il est hydrolysé, avoir du coup une facilité d'assimilation. Donc voilà, c'est aussi un autre type d'intra-training. Ensuite, la question c'était euh, quel est l'intérêt d'avoir un intra-training ou est-ce que c'était obligatoire? Je sais plus. Non, c'est le meilleur intra-workout. Ah, le meilleur intra-workout. Donc, après, c'est toujours pareil, il faut justifier le choix de son intra-training. Si ton entraînement, si tu arrives à enchaîner ton entraînement et même ta semaine d'entraînement sans avoir de difficulté à progresser d'une semaine à l'autre, que je sais pas, tes entraînements durent, je sais pas, une heure et demie, je dis n'importe quoi, et que tu arrives à progresser au fil du temps sans intra-training, que tu as juste besoin de ta boisson, enfin de ta flotte pendant ton entraînement, et que tu arrives à progresser, bah, ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'intra-training. La question de l'intra-training se pose lorsque tu commences à avoir des difficultés à tenir la durée de ta séance, que ça commence à fatiguer au bout de la moitié, même en fin de séance, que tu es un peu moins productif.
et que tu sens que tu as du mal à récupérer parce que tu as besoin d'avoir un apport énergétique pendant ton entraînement. Et là, la justification est là, donc tu peux te dire, ok, je vais prendre un intra-training. Mais si vraiment tu sens que tu arrives à enchaîner tes entraînements, que tu n'en ressens pas le besoin, et c'est le cas de pas mal de mes suivis, lorsque voilà, ils débutent, etc., let's go, tu n'as pas forcément de te prendre la tête avec un intra-training. En revanche, pour ceux et celles qui ont une intensité importante à l'entraînement, qui ont voilà, un programme d'entraînement assez abouti, assez évolué, et qui s'entraînent pendant un peu plus d'1 heure et demie aussi, eh bien, la question de l'intra-training se pose et même est fortement recommandée. Je recommande un intra-training pour être sûr que l'entraînement soit réalisé dans de bonnes conditions. Il n'y a rien de pire que de louper son entraînement parce que tu n'as pas pris ton intra-training. Donc, comme je disais aussi, j'avais lancé cette anecdote, je me rappelle, sur un podcast avec Flo, qu'on avait invité sur 3 épisodes pour nous parler de la sèche, et j'avais expliqué que eh bien, j'avais pas pris mon intra-training sur une de mes séances jambes. Effectivement, je l'ai oublié, mais ça m'a pas empêché de faire ma séance. Certes, ça avait été difficile, mais j'avais pu quand même réaliser les perfs, j'avais pu faire le truc dans de bonnes conditions. Par contre, j'avais senti que c'était pas le truc qu'il fallait que j'oublie à chaque séance. Je sentais que si je faisais toute ma semaine sans un intra-training, sans malto, que j'allais commencer vraiment à grincer des dents et que j'allais être moins productif. Donc c'est pas parce que tu l'oublies une fois que ta séance allait foirer. Voilà, c'était le petit parallèle que je voulais faire. L'intra-training, c'est quelque chose d'intéressant, c'est pas non plus nécessaire à 100%, mais par contre, pour ceux et celles qui l'utilisent de manière courante, si vous l'oubliez, vous allez le sentir. C'était la petite Ouais, morale. c'est vrai que tu en avais déjà parlé de ça. Ouais. En fait, par rapport à l'intra-workout, c'est comme tout, il faut déjà estimer si tu en as besoin. Ouais. Voilà. À le justifier, c'est ça. Et si tu en as besoin, à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Après, donc, il y a différentes sortes d'intra-workout. Ça peut être quelque chose de solide, ça peut être quelque chose de liquide, etc. C'est sûr que plus tu es proche de ton entraînement, et là, tu ne peux pas être plus proche, et mieux il faut que tu aies des choses qui peuvent s'assimiler facilement. Mm. C'est pour ça que l'utilisation de compléments alimentaires peut être intéressante. Après, comme a dit Rémi, tu vas du coup donc avoir 2 types d'intra-workout qui vont être les sources de glucides et plutôt donc les sources de protéines et les acides aminés qui constituent, on va dire, les protéines. Oui, c'est ça. De manière générale, selon moi, la plupart des gens n'auront pas besoin de sources de protéines durant leur intra-workout. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens consomment suffisamment de protéines durant leur journée pour ne pas avoir à en prendre durant leur séance. Donc tout ce qui est acides aminés, donc EAA, BCA, PeptoPro, ne sera pas utile pour 99% des gens. C'est vrai. Il y a toujours des situations où ça peut être discutable, où ça peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est vraiment une toute petite minorité des gens, et la plupart des gens n'auront aucun bénéfice à prendre des BCA, des EA ou du PeptoPro, si ce n'est avoir une eau un peu aromatisée pendant leur séance. Ça, c'est intéressant. Sachant que, moi, j'ai testé les BCA, j'ai testé les EA, j'ai testé le PeptoPro. Ouais, je me rappelle le PeptoPro là. On le prenait goût noisette. Noisette et citron, là. Citron. Ouais. Et je me souviens que le goût noisette était tellement bon que après ma séance, j'avais une protéine, preuve que ça ne servait à rien que je le prenne. J'avais une protéine au chocolat, et quand je mélangeais mon restant de PeptoPro et ma protéine au chocolat, tout le monde voulait boire mon shaker parce qu'ils avaient l'impression que ça faisait le goût du Nutella. Voilà, c'était la petite anecdote. Et petite anecdote aussi sur le PeptoPro. Le PeptoPro, il faut correctement le doser. Ouais. Si vous en mettez trop et que vous le buvez trop vite, eh bien, vous allez avoir un sacré run jusqu'aux chiottes parce que justement, c'est quelque chose qui s'assimile très rapidement. Très vite, ouais. donc, si tu prends du PeptoPro, je t'invite à faire attention sur tes doses. Et si tu es gêné sur le point de vue digestif pendant tes séances, c'est peut-être que il y a un souci de ce côté-là. Mais globalement, toutes les sources d'acides aminés, toutes les sources de protéines, 99% des gens n'en auront pas besoin.
Par contre, au niveau des sources de glucides, c'est là où ça va être un peu plus intéressant et où, selon moi, une plus grande proportion des gens vont avoir besoin de ce genre de complément pendant leur séance. Déjà, l'avantage, c'est que les sources de glucides, ça a tendance à ne pas coûter cher. C'est l'avantage. Moi, je me souviens avec Rémi, quand on achetait notre malto 10 € les 5 kilos, bon, ça c'était la bonne époque, mais voilà, on pouvait y aller sur les dosages de malto. Mais effectivement, donc là, il va exister plusieurs types de sources de glucides. Globalement, voilà, maltodextrine, dextrose, etc., c'est, pour faire simple et pas rentrer dans la biochimie complexe, c'est tout simplement du glucose qui est relié par des ramifications un peu complexes. Voilà, c'est pour ceux qui aiment bien la biochimie. Moi, j'adore la biochimie, hein, je peux en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour faire un cours de biochimie. Donc, il va exister plusieurs formes. Et du coup, on va retrouver par exemple la maltodextrine, le dextrose, on va retrouver du Waximase, du Vitargo. Il y a plein de sources de glucides qui sont différentes. Certaines sont plus chères que d'autres. Bah il y a la dextrine cyclique, enfin, il y en a plein. Certaines sont mieux que d'autres parce qu'elles vont s'assimiler un peu plus facilement, un peu plus rapidement, etc. Globalement, je vais vous dire la vérité. Si vous prenez de la maltodextrine ou de la dextrine cyclique qui sera 2 à 3 fois plus chère, vous ne sentirez pas une grosse différence. c'est ça. Voire pas du tout de différence. Donc, ne vous prenez pas la tête à choisir la forme la plus optimale qui sera la plupart du temps la plus chère. Prenez tout simplement quelque chose qui vous correspond et que voilà, vous allez assimiler facilement. Sachant que, encore une fois, personnellement, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé la malto, le dextrose, le Waximase et j'ai testé aussi un peu le Vitargo, mais le Vitargo, c'était sur 1 ou 2 séances, il me semble. Très honnêtement, celui qui me pose le moins de problèmes, c'est la maltodextrine. La maltodextrine, je la prends, j'ai pas de problème. En plus, je sens quasiment pas le goût. J'ai l'impression de boire de l'eau. Ça passe très bien. Je peux en prendre des grosses quantités. Il n'y a aucun problème. Ah, j'ai le téléphone. Putain, ce podcast, c'est de plus en plus n'importe quoi. Putain, il m'avait manqué le bruit du téléphone de la maison. Hey, parce qu'en fait, pour que vous sachiez, j'ai branché la fibre juste à côté de moi. Et du coup, j'ai le téléphone qui est relié à la fibre. Donc, et puis là, il est midi, donc ça doit être de la pub. Vas-y, réponds en live. Non, si ça ressonne, je répondrai en live. Si ça ressonne, je répondrai en live. On fera ça. Tu vois, ça, ils ont raccroché. Prochain coup, parce que à mon avis, ça va ressonner. Prochain coup, je réponds en live. Du coup, je sais plus ce que je disais. Avant qu'on soit à nouveau. T'avais testé plusieurs formes et que la malto, c'était ce que tu digérais le mieux et que tu trouvais C'est ça, le voilà. plus idéal. Du coup, donc, le dextrose m'avait un peu plombé le bide. J'avais du mal et je sentais pas forcément les bénéfices. J'avais plus de soucis de digestion qu'autre chose. Et le pire, c'était le Waximase. Le Waximase, en plus, le Waximase, ça avait épaissi mon eau. Ça m'avait fait une espèce de compote. C'était vraiment pas pratique. Je sais pas si tu te souviens. Si, je m'en rappelle. Mais c'est parce que, enfin, après, tu vas me dire, la malto ou le dextrose, ça peut être aussi issu du maïs, mais je crois que le Waximase, c'est uniquement issu du maïs. Alors, j'ai plus les compositions exactes, mais je sais qu'effectivement, il y en a dedans. Mais tout dépend voilà, de où c'est issu et ça va pas avoir le même effet. Donc, ce que je conseille de faire, c'est tout simplement de tester les différentes sources de glucides et de conserver celle qui vous correspond le mieux. Exactement. Et dernier point aussi, donc l'utilité principale, ça peut être justement, voilà, enfin l'utilité principale, ça va être la plupart du temps d'augmenter voilà, les performances pendant la séance si tu sens que tu as des baisses d'énergie. Mais je sais que pour certains de mes coachings aussi, je l'utilise pour augmenter les calories. Enfin, je m'en doutais. Hein. C'est vrai que c'est intéressant hein, en termes d'apport supplémentaire. Parce que, en fait, tout simplement, tu vas forcément boire pendant ta séance. Et si tu bois, par exemple, 50-70 grammes de malto pendant ta séance, ça te fait un plus 230 kilocalories très facilement sur ta journée et qui, en plus, voilà, vont être mises à contribution durant ta séance. Donc, ça peut être aussi intéressant de ce côté-là. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du dosage de la maltodextrine, je me rappelle que toi, t'aimes bien mettre de la malto dans tes shakers, toi. Je me rappelle qu'il en mettait beaucoup dans ses shakers. Non, c'est vrai qu'avec Rémi, j'ai toujours pris beaucoup de malto. Mais en même temps, moi, je m'entraîne dur. Toi, tu passes ton temps à t'échauffer. Je fais du roumain à 180. Vite mes reverse bands. L'enfoiré. Non, mais c'est vrai que
Bon, déjà, quand tu prends 30 grammes de malto, ne serait-ce déjà que 20 grammes, si tu n'en as jamais pris, tu vas sentir déjà une plus-value, hein. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose en plus lors de ton entraînement. Tu vas déjà le tenir plus facilement et puis tu arriveras moins sec à la fin de ta séance. Enfin, tu arriveras quand même sec, mais moins KO que si tu n'en prenais pas. Mais je sais que Denis, tu montes ouais, à 50 grammes, un peu plus même. Ouais, en ce moment, non, je suis beaucoup moins que ça. En ce moment, je dois tourner vraiment à 20 grammes Ouais, 20 grammes. parce que j'en avais pas forcément l'utilité. Mais oui, quand j'ai vraiment besoin de carbs, Ouais. j'hésite pas à monter. Je dépasse les 50 grammes, je monte à 70 s'il faut, hein. Ouais, donc exactement voilà ce que disait Denis. Ce qu'il faut, c'est encore une fois, si vous prenez un intra-training, voilà, du dextrose ou de la malto, il faut euh, savoir quelle quantité vous prenez et dans quel but. Si c'est un double but, c'est pour augmenter votre apport et aussi augmenter l'énergie pendant votre entraînement, ou si c'est uniquement pour assurer votre entraînement. Voilà, si vous êtes en déficit, mais que vous sentez que pendant votre intra-training, vous avez besoin quand même de toujours avoir une malto, enfin de la malto, bah ouais, gardez-la, peut-être juste euh, diminuer les quantités ailleurs et conserver vraiment votre malto pendant votre entraînement. Oui, très 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 bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question, mon frère. Yes. On peut passer à la suite. Ouais. Alors, il nous en reste deux. Qu'est-ce qui compte entre aller à l'échec et soulever lourd? Et faut-il être en surplus calorique pour prendre du muscle? Laquelle tu veux faire? Je te laisse choisir, mon frère. Puisque c'est à toi de répondre en Ben, premier. on repart sur de l'entraînement. Enfin, même si c'était plus complément alimentaire, on repart sur l'entraînement, on finira par euh, un côté un peu diète. Ça me va. Qu'est-ce qui compte, du coup, entre aller à l'échec et soulever lourd? Alors déjà, c'est subjectif le soulever lourd. Qu'est-ce qu'on entend par soulever lourd? Déjà, on va essayer de répondre à cette question qui est le principe de la progression, c'est-à-dire d'augmenter petit à petit la résistance pour adapter, faire en sorte que notre corps s'adapte à cette résistance qui augmente. Donc, le soulever lourd, en fait, il va se mélanger, se mêler à l'ensemble de la progression. Forcément que tu soulèveras toujours plus lourd dans ta progression que quand tu as commencé cette progression. Enfin, à la fin de ta progression sur un exercice, tu seras forcément plus lourd, donc tu auras soulevé plus lourd que quand tu as commencé cette progression. Ensuite, là où il faut bien différencier les choses, c'est que il ne faut pas faire la course absolue à la charge, mais bien faire la course à l'augmentation de la résistance tout en conservant une bonne qualité d'exécution, un bon contrôle de la charge. Voilà, on n'est pas ici, c'est ce que tu disais dans le dernier podcast, euh, on n'est pas là pour faire de la force athlétique. On est là pour faire du body, développer du coup ses fibres musculaires, développer son corps, et ça passe par une augmentation bien sûr de la résistance, mais tout en conservant des facteurs de progression qui sont réservés aux pratiquants de bodybuilding, c'est-à-dire avoir une qualité d'exécution pour travailler le muscle et non l'élasticité tendineuse ou l'explosivité ou que sais-je encore. On est vraiment dans un but de progresser en charge, mais de manière contrôlée, avec toujours ce paramètre de je maîtrise la charge, je cherche à déplacer la charge voilà, de manière cohérente, dans l'unique but de développer mes muscles et pas dans l'unique but de faire la meilleure performance voilà, qu'elle soit. En fait, ouais, tu reprends un peu ce qu'on a dit dans le dernier podcast. Ouais. Au niveau de la question, en fait, il y a toujours cette confusion du soulevé lourd. Moi, je le vois bien. Souvent, quand je mets des performances, alors un peu moins aujourd'hui, mais je me souviens Ah, qu'à tu une t'entraînes époque, plus. à une époque, dès que je mettais un mouvement où du coup j'utilisais des charges importantes, par exemple quand je faisais, je sais pas, des dips avec 50 kg de lest, ou quand je faisais, je sais pas, du développé couché à 150 en série, en fait, les gens me disaient, ah mais tu fais de la force. Alors Ouais. qu'en réalité, j'étais en série de 10, 10, 12, ce genre de choses. Mais pourquoi en fait? Parce que passer une certaine charge, les gens appellent ça soulever lourd. En Ouais. réalité, la charge, encore une fois, c'est juste un outil et cette charge devrait être à adapter en fonction de votre fourchette de répétition qui est choisie. Comme disait Rémi, notre objectif c'est de prendre du muscle, ce qu'on cherche à avoir, c'est la meilleure stimulation musculaire possible.
Pour avoir la meilleure stimulation musculaire possible, il faut être du coup donc suffisamment proche de l'échec musculaire. L'idéal, du coup, c'est d'être entre, on va dire, 0 et 3 répétitions de réserve de l'échec musculaire. Maintenant, la charge que vous allez devoir utiliser va dépendre de la fourchette de répétition que vous allez utiliser. Parce que en termes de stimulation musculaire, que du coup tu sois dans une fourchette de répétition de 6 à 10 répétitions ou dans une fourchette de répétition de 20 à 30 répétitions, à partir du moment où ta proximité de l'échec est similaire, eh bien tu auras la même stimulation musculaire. Donc en réalité, il n'y a pas réellement de soulever lourd. Ce qui compte toujours, c'est aller à l'échec. Et ensuite, en fonction du coup de ça, tu choisis si tes fourchettes de répétition, si du coup elles seront un peu plus courtes ou un peu plus longues. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, lorsque tu es très fort, tu pourras faire des séries de 30, par exemple, à 120 kg au développé couché. Mais ça sera considéré comme lourd pour la plupart des gens, mais tu seras dans une fourchette de répétition haute. Donc en fait, cette histoire de lourd, léger, ça n'existe pas. C'est toujours la charge qui est adaptée à ta fourchette de répétition. Et ce qui comptera toujours, c'est eh bien ta proximité de l'échec. Mais beaucoup, en fait, font... ont du mal avec ça et les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire du coup pas beaucoup de reps avec très lourd? Est-ce qu'il vaut mieux faire beaucoup de reps avec très léger? En réalité, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est que tu sois proche de l'échec. Bien sûr, il va y avoir voilà, une gestion de la fatigue qui va être différente. Sur les séries un peu plus longues, il va y avoir un peu plus de facteurs limitants qui vont apparaître. Il y a des avantages et des inconvénients pour les séries un peu plus courtes, les séries un peu plus longues. Moi, je conseille toujours de mixer les deux ensemble. Mais voilà, il faut pas s'arrêter à juste qu'est-ce qui est le mieux, etc. Non, ce qu'il faut, c'est faire un peu de tout et s'assurer d'être proche de l'échec. Mais c'est vrai que les gens sont toujours là à essayer de trouver la meilleure technique. Moi, je vois, les questions que je reçois, c'est toujours oui, est-ce qu'il vaut mieux faire un mouvement avec plus de poids mais moins contrôlé ou du coup avec moins de poids mais plus contrôlé? Très honnêtement, vous prenez la tête. À partir du moment où on cherche la meilleure stimulation musculaire possible, eh bien faites en sorte d'avoir cette meilleure stimulation musculaire possible. Si tu ne contrôles pas ton mouvement, que ton mouvement, tu fais un gros rebond lorsque tu es en bas sur ton développé couché, etc., que tu as un gros leg drive comme Rémi. Ah, la balle perdue. Encore. et que du coup, eh bien, voilà, tu te retrouves avec un mouvement qui va au final plus eh bien, travailler ton ego que tes muscles, eh bien, tu ne vas pas avancer. Donc, non. Si tu veux prendre du muscle, assure-toi d'avoir une qualité d'exécution qui est correcte, une proximité de l'échec qui est suffisante et du coup, voilà, de mixer tes fourchettes de répétition, de faire des séries un peu plus courtes, des séries un peu plus longues, etc. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis, il y a souvent aussi cette question, est-ce que si on fait 5 répétitions, est-ce que c'est qualifié comme étant de la force? Encore une fois, non. Comme l'a dit Denis, ce qui compte avant tout, c'est votre proximité à l'échec musculaire. Et donc, que vous ayez des fourchettes de répétitions qui sont, je sais pas, entre 5 et 8 répétitions, ou entre 8 et 12 répétitions, ou encore plus haut, de 12 à 18, enfin bref, etc. Ce qui comptera toujours, c'est votre capacité à aller proche de cet échec musculaire. Donc, bien évidemment que dans votre programme, vous devez avoir des séries courtes, des séries qualifiées de moyennes, et des séries qu'on pourrait qualifier de longues. Donc, bien évidemment que soulever lourd, c'est, on va dire, le but de nous, enfin de notre pratique, c'est-à-dire de chercher à toujours se rapprocher de l'échec musculaire en ayant la charge la plus adaptée et donc, quelque part, la plus lourde aussi dans notre programme. Non, mais c'est ça. Et puis, ce que je vois, en fait, c'est que les gens n'utilisent pas la charge comme un outil. C'est vraiment, en fait, ils sont dépendants de la charge. Moi, je le vois bien quand, par exemple, je vais faire un tirage pour le dos avec full stack. La plupart des gens qui répondent aux stories, ils sont là, oh, mais comment tu fais? Le stack, il est hyper lourd. Voilà, c'est impressionnant, machin et tout. Et à côté de ça, quand je vais faire des élévations latérales
avec 8 kilos en série de 10, ils vont être là, mais tu es faible en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais parce qu'en fait, dans les deux cas, sur mon tirage vertical, je vais tirer du coup avec mon grand dorsal et du coup, eh bien, je vais pouvoir mettre cette charge-là. Mais voilà, c'est la charge que je peux mettre et qui va me permettre de travailler dans la fourchette de répétition que je vise. Lorsque je vais faire les épaules, ça va être la même chose. Ce que je veux utiliser principalement, c'est mon faisceau latéral de l'épaule. Ce qui fait que je vais utiliser une charge qui est adaptée pour travailler ça et qui va me permettre de travailler dans ma fourchette de répétition. Ce qui fait que, certes, il y a plein de gens qui vont faire des élévations latérales à 20, 22 kg. C'est quelque chose qui est assez fréquent si tu vas en salle de sport. Oui, mais si du coup, eh bien, le levier principal, le muscle principal qui va effectuer ce mouvement, c'est tes trapèzes, bien au final, il n'y a pas d'intérêt. Donc la charge doit vraiment rester qu'un outil pour prendre du muscle. Et elle est toujours à adapter. Et par exemple, voilà, il n'y a pas de lourd léger. Il y a effectivement voilà, des fourchettes de répétition plus courtes qui vont t'obliger à prendre un poids un peu plus lourd et des fourchettes de répétition un peu plus longues qui vont t'obliger à prendre un poids un peu plus léger. Mais il n'y a pas de charge lourde, charge légère à partir d'un certain poids, comme les gens ont tendance à le penser, quoi. Ouais. Donc, comme on l'a dit, la charge, enfin, du moins, soulever lourd, c'est non seulement subjectif et relatif aussi en fonction de chacun. Je veux dire, une personne qui a passé, je sais pas, les haltères de 20 kg développé couché, peut-être que pour cette personne-là, ça sera une charge qui pourra qualifier, encore une fois, lui, de lourd, mais qu'une autre personne va qualifier ça de léger, encore une fois, pour lui. Parce que, encore une fois, ça dépend de chaque individu, parce que la charge est relative en fonction de chaque personne. Oui, puis ce qui est lourd à un instant T ne le sera pas forcément à un instant T plus 1. Ouais. C'est comme quand j'expliquais dans le tout premier podcast qu'on a fait, quand j'ai repris le développé couché, que j'ai repris à 60 kg, la barre de 60 kg, elle me paraissait super lourde. Et quand je suis remonté jusqu'à 2,10, eh bien, c'était 2,10 maintenant qui me paraissait super lourd. Et 60 kg, j'aurais pu les faire à un bras. Oh, t'as vu là? J'ai vu le petit demi-jour là. Ouais, le petit nuit-jour, j'espère que ça va pas. On a des soucis d'électricité aussi ici. Ah putain, j'espère que le podcast va bien se passer. Oh là là. J'espère aussi. On finit la dernière question peut-être, mon frère. Oui. Faut-il être en surplus calorique pour prendre du muscle? Donc je réponds encore. Donc le surplus calorique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on est au-dessus de ses besoins journaliers. Et le déficit calorique, c'est quand on est en dessous de ses besoins journaliers. Donc le surplus calorique, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une prise de poids. Donc faut-il être donc, dans ce fameux cas de figure, donc en surplus calorique, donc en prise de poids, pour forcément prendre du muscle? Alors, c'est une question qui mérite un petit peu de réflexion. Bien évidemment que pour prendre du muscle, on n'a pas forcément besoin d'être en surplus calorique. N'importe quelle personne, lorsqu'elle pratique la musculation, qu'elle est, je dis n'importe quoi, en déficit, en maintien ou en surplus calorique, à partir du moment où elle évolue au niveau de son entraînement, qu'elle évolue au niveau de ses mensurations, qu'elle évolue au niveau de son visuel, va forcément rééquilibrer sa composition corporelle. Puisque dans notre corps, on a d'un côté la masse maigre, grossièrement la masse maigre, donc le muscle pur, et de l'autre côté la masse grasse, le gras. Et quand on s'entraîne, qu'on applique du coup soit un déficit, soit un maintien, soit un surplus, eh bien on va moduler cette composition corporelle. Et cette composition corporelle, si vous augmentez votre masse maigre au profit de votre masse grasse, pour un même poids de corps, eh bien vous allez prendre du muscle, parce que vous avez augmenté votre masse maigre et diminué votre masse grasse. Et ça peut être dans n'importe quel cas de figure. Après, bien évidemment, il y a des cas. Il y a des cas où, selon votre niveau, selon votre expérience dans la musculation, vous allez devoir, du coup, ne pas pouvoir, enfin, vous n'allez pas pouvoir aussi bien profiter d'une prise de muscle en déficit calorique ou en maintien calorique. Et on va dire que pour des personnes qui sont expérimentées dans leur pratique, le développement musculaire sera limité si vous vous trouvez dans un cas de déficit ou de maintien calorique. Parce que votre corps aura besoin
de calories, donc de ce surplus pour progresser, parce que vous allez avoir besoin d'un peu plus d'énergie, d'augmenter un petit peu votre corps pour justement être plus à même de répondre à l'intensité et aux contraintes que vous allez demander à votre corps pour vos entraînements. Donc, évidemment qu'une personne peut prendre du muscle, peu importe sa phase, si elle est, comme je disais, en déficit en maintien ou en surplus, mais par contre, à des degrés de réussite différents. Ouais, alors c'est assez intéressant. Et cette question, en réalité, on peut la résumer très simplement et de façon très logique. Donc, la vérité, c'est que tout est une question d'énergie. Ouais. Peut-on prendre du muscle en déficit calorique? Oui. Est-on obligeant, oula. Est-on obligé d'être en surplus calorique pour prendre du muscle? Non. En réalité, comme l'a dit Rémi, la balance énergétique, elle a, on va dire, 3 états. Donc, le surplus calorique qui correspond, on va dire, à des apports en nutriments et en énergie qui sont plus importants que ce que le corps a besoin en temps normal. On a le déficit calorique de l'autre côté qui correspond du coup à des apports en énergie et en nutriments qui sont inférieurs à ce que le corps a besoin en temps normal. Et entre les deux, on va avoir la maintenance calorique qui correspond du coup pile au bon nombre de nutriments et d'énergie que ce que le corps a besoin en temps normal pour fonctionner. Maintenant, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est une histoire d'énergie. L'énergie, on peut l'apporter via l'alimentation et on peut l'avoir stockée en nous sous forme de graisse. Et une personne qui, du coup, a beaucoup d'énergie, elle l'a soit via son alimentation, soit stockée sous forme de graisse. Et c'est cette énergie qui va permettre de créer du muscle. C'est-à-dire qu'une personne qui est très grasse pourra prendre du muscle en déficit calorique. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a des quantités d'énergie qui sont stockées et qui du coup vont être utilisées pour créer du muscle durant sa phase de déficit calorique. Donc en réalité, elle a quand même de l'énergie. Maintenant, si tu prends une personne qui a un taux de body fat, par exemple de 8%, qui fait une sèche de compétition et qui du coup est en déficit calorique, lui ne va pas pouvoir faire de muscle. Pourquoi? Parce que sa quantité d'énergie à disposition ne sera pas suffisante. De la même façon, on peut très bien prendre du muscle en étant en maintien calorique. Comment? Tout simplement parce que si tu as un peu de gras, si tu as, on va dire, entre 15 et 20% de body fat, tu as suffisamment d'énergie qui est stockée pour pouvoir faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle et donc prendre du muscle tout en perdant du gras. À l'inverse, si maintenant tu souhaites prendre du muscle et que tu es tout skinny, tu vas devoir forcément passer par le surplus calorique parce que du coup, tu n'as pas d'énergie qui est stockée. Donc, effectivement, tu peux prendre du muscle sans être en surplus calorique, mais tout va dépendre dans le cas dans lequel tu es. Et tout est une question d'énergie, énergie apportée et énergie stockée. Et en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, tu devras soit faire un surplus calorique, soit faire une maintenance, soit faire du coup un déficit calorique. C'est pour ça que voilà, il y a de très belles recompositions corporelles qui se font chez certaines personnes, mais souvent c'est quand le taux de body fat est très haut et ce genre de choses. Et à l'inverse, tu verras jamais quelqu'un qui est skinny prendre du muscle en étant en maintenance ou en déficit calorique. Si de base tu as que la peau sur les os, il faut forcément quelque chose pour créer ce tissu que tu n'as pas. Et pour créer ce tissu que tu n'as pas, tu vas avoir besoin d'énergie. Et ta seule source d'énergie sera via l'alimentation. Donc, encore une fois, tout dépend de la situation. Et j'ai jamais compris pourquoi c'était pas clair dans la tête des gens, parce qu'en réalité, c'est ultra simple et ça peut se résumer très facilement. Mais les gens ne veulent pas le comprendre. Ils sont toujours là. Oui, mais non. Le mec, il est tout cuos, vraiment tout cuos. Il commence la muscu, il me dit ouais, mais non, mais moi je veux faire une maintenance calorique parce qu'on m'a dit que c'était le mieux. Bah non. Ah non, et puis alors là, oui, mais j'ai vu ça dans une vidéo de machin et tout. Ah bah alors là, c'est compliqué à lui expliquer. Hein. Donc, En fait, comme tu l'as dit, c'est cette notion d'énergie quand tu as compris que ton corps avait dans sa composition corporelle de la masse maigre et de la masse grasse et que voilà, que tout ça, ça correspondait à
à ta composition, et ben avec ça, tu peux déjà jouer sur pas mal de choses. Tu peux te dire que sur les 80 kilos que tu as, si tu as n'importe quoi, 70 kilos de masse maigre et 30 kilos de masse grasse, déjà tu peux essayer de rééquilibrer ça. Donc, comme je le disais, pour. Attends, mais mes calculs sont pas bons là. Oui, ils sont pas bons, mais c'est pas grave, on a compris. Il y a un 10 de trop, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Il y a 60 kilos de masse maigre et 20 grammes de masse grasse. Déjà, tu peux déjà jouer sur. C'est pas bon non plus, t'as dit Si, 20 j'ai dit grammes. 80 kilos! Non, là, t'as dit 20 grammes, c'était 20 kilogrammes. Ah putain! Bon, les gens ont compris. Je voulais dire que sur 80 kilos, si tu as 60 kilos de masse maigre et 20 kilos de masse grasse, déjà, tu peux déjà jouer sur cette recomposition en essayant de réduire cette masse grasse au profit de la masse maigre. Et rien que ça, te dire que tu as de l'énergie dans ton corps pour, quelque part, améliorer la composition de ton corps. C'est pour ça que Denis parle de recomposition. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui n'a pas besoin de passer par un déficit drastique ou que sais-je, une technique d'un marabout. Il y a des choses très simples avec l'énergie qu'on a à notre disposition. De toute façon, tout est une question d'énergie entrante et énergie sortante. Hein. Et vraiment, la diète, c'est ultra simple. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus complexifier tout ça en disant oui, mais non, mais si tu ne progresses pas, c'est à cause de ton métabolisme, c'est à cause de machin. Le métabolisme, il a voilà, en fait, toutes les excuses, c'est parce que voilà, tu as fait des années de malbouffe, machin et tout. Non, la balance énergétique, c'est quelque chose qui est vrai, qui sera toujours vrai, et à partir du moment où c'est respecté, tu progresseras, tout simplement. Je l'ai dit plein de fois pendant ce podcast, mais si tu ne prends pas de poids, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. Si tu ne perds pas de poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, il ne faut pas se fier parfois sur 1 ou 2 jours parce que tu peux avoir c'est la nuance, ça c'est très important. Mais sur une longue période, si pendant 6 mois tu me dis j'étais en surplus calorique, j'ai pas pris de poids, je suis au regret de te l'annoncer, tu n'étais pas en surplus calorique pendant 6 mois. C'est ça. Si tu es à 3000 calories et que tu veux être en surplus calorique mais que tu ne prends pas de poids, voilà, ça veut dire que ton surplus, il n'existe pas, il n'est pas là. Après, comme on l'a dit, tu n'as pas forcément besoin d'être en surplus calorique pour prendre du muscle. Mais encore une fois, tout dépend des situations que j'ai expliquées précédemment et où tu te situes dans ces différentes situations. Parfait. On a fait le tour. Je regarde, on n'a plus de questions. Ça sent le japissou en bas là. Je crois que le japissou, c'est le lapin pour redonner un petit peu le jargon. Le jargon. C'est vrai que ça vient d'où le japissou d'ailleurs? C'est quoi? C'est notre père qui dit ça. C'est même pas du patois. Non, notre père invente des mots, donc on ne sait pas si c'est. Alors il doit y avoir des trucs extraits du patois, et après il doit y avoir des trucs extraits du verlan. Du verlan. Donc le verlan, c'est le l'envers, c'est à l'envers. Donc ouais, il y a plein de mots comme ça qui sont inventés, et du coup ça déteint un peu sur nous. Mais ouais, du coup là ça sent fort, et j'ai très envie d'aller manger. Donc on va peut-être mettre fin à ce podcast. Ouais, mais juste, ça me fait penser à ça. Effectivement, tu disais que ce qu'il faut, c'est traquer ces données et du coup voir sur sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines même, pour savoir si vraiment tu es vraiment en surplus ou si tu es vraiment en déficit. Et tu disais aussi que c'était simple la nutrition, mais tu as tout à fait raison de le rappeler. Il y a des bases. Le déficit, la maintenance, le surplus. Si tu ne prends pas de poids, ça veut dire que tu n'es pas en surplus, etc. Ça, Denis l'a déjà dit. Et après, il y a tout ce qui est optimisation. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'aborder un petit peu en vous donnant des petits tips comme ça à travers ce podcast. Mais il y a toujours, on va dire, des fondamentaux. Il y a toujours des choses qui sont inscrites scientifiquement et sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, accuser à tort votre métabolisme ou voilà, dire que vous avez tel ou tel, je sais pas, problème ou n'importe. C'est faux, ça va à l'encontre en fait des bases scientifiques qui sont établies par la nutrition en elle-même, quoi. En fait, le gros problème des gens, c'est effectivement en musculation, il y a un facteur d'individualisation qui est important. Tout à fait. Mais les gens ont tendance à le surestimer grandement. C'est-à-dire que toutes les personnes se sentent uniques
Et toutes les personnes, voilà, dès qu'ils n'arrivent pas à quelque chose, ils ont forcément une malformation de quelque part. Et tout est bon pour trouver une excuse. Donc, j'arrive pas à perdre de poids, c'est le métabolisme. J'arrive pas à prendre de pecs, c'est parce que j'ai les pecs courts, les épaules et les triceps en point fort. Et, Moi, ça, c'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je vois tout le temps, hein. mm, Les analyses morpho. Donc, j'en ai déjà parlé, mais je demande toujours à la personne si elle a une vague idée de sa morphologie, parce que c'est toujours intéressant et moi, et ça ouais, m'intéresse toujours. mm, Et la plupart des gens, honnêtement 90% des hommes qui font appel à mes services pour une analyse morpho, ils sont toujours là en mode eh bien, j'ai les pecs en point faible, épaules et triceps en point fort. Moi, je regarde, je vois un triceps ultra court, des épaules, j'ai jamais vu ça tellement c'est court, et je vois des pecs qui descendent jusqu'au nombril. Et le mec, il n'arrive pas à développer ses pecs. Pourquoi? Parce qu'il fait des mouvements de merde avec des exécutions de merde. Alors que le mec, il a la génétique idéale pour bien, développer ses pectoraux. Donc non, encore une fois, c'est ce que je disais, il ne faut pas se mentir à soi-même. Là, clairement, c'est ce qui fait, c'est ce que faisait la personne. Je pense à quelqu'un là que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui justement, se mentait à lui-même sur ça en disant, ouais, il me disait, est-ce que tu penses qu'un jour j'aurai des pecs? Alors que le mec avait littéralement l'une des meilleures morphologies pour les pectoraux que j'avais jamais vu. Mais de par ses exécutions de mouvements qui étaient médiocres, lui, il était parti du principe que, et puis son programme aussi, son programme d'entraînement qui était pas bien pensé du tout, tout simplement, c'est lui-même qui a créé ce retard et qui, du coup, n'arrive pas à développer ses pectoraux. Et il s'est mis profondément dans sa tête que, du coup, c'est parce qu'il n'avait pas la bonne morphologie, alors que pas du tout. Et les gens pensent toujours que, voilà, ils sont différents des autres, que ils ont le petit truc. Ils ont un déficit en ça, ils ont en fait toutes les bonnes excuses. La vérité, non, c'est que il y a les grands principes de base qui fonctionnent pour tout le monde. À partir du moment où tu respectes la biomécanique et que du coup tu respectes la fonction de tes muscles lorsque tu effectues un mouvement, ils vont se développer. Et du coup, pareil pour la diète, à partir du moment où ton total calorique est en accord avec tes objectifs, tu vas progresser. C'est très 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 simple et je ne comprends pas pourquoi les gens ont encore du mal à comprendre ça, mais c'est sûr et que parce ça. que c'est parce que c'est pas forcément leur domaine de compétence. Et bon, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai que bon, il y a des personnes qui bon bah soit sont dans le déni effectivement, ou ne sont pas patientes. Et ça, c'est un gros problème aussi, que ça soit pour Ouais, n'importe quel cas de figure. et- Donc et- la morale, c'est que on est là pour vous aider, on est là pour du coup vous donner ces petits tips et surtout relativiser. Je crois que c'est le plus important. Il y a forcément en chaque individu du potentiel. Ne vous voyez pas comme miséreux de ne pas avoir the morphologie. En plus de ça, comme Denis l'a dit, ça se trouve vous êtes OK. Enfin, je veux dire, il y a ce que vous pensez être mauvais en point faible ou court pour un muscle par exemple chez vous, c'est peut-être pas du tout la réalité. C'est juste que vous êtes euh, inscrit dans votre tête cette chose-là et que vous n'avez pas du coup cherché à évoluer autrement. Ah non, mais c'est exactement ça. Et puis Ouais. du coup, les gens se mettent des limites à eux-mêmes, dans le sens où j'atteindrai jamais ce physique, etc. J'ai du coup donc un coaching qui vient de se terminer avec une personne. Donc, je ne sais pas si elle écoutera le podcast, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, donc, au début, elle m'avait dit, oui, bah, moi j'aimerais bien voilà, perdre du poids, passer sous la barre des 65 kilos, ça serait déjà super, etc. Mais j'y arrive pas, ça fait des années que j'essaye, etc. Et au final, donc elle s'était mis vraiment très très fortement des croyances dans sa tête parce que, elle était persuadée qu'elle n'allait pas y arriver. Et puis avec les bonnes méthodes, le bon entraînement, etc. La barre des 65 kilos, on l'a tapé le premier mois. Et après, du coup, c'était la barre des 60 kilos qui allait être franchie. Et du coup, donc là, maintenant, je lui ai transmis tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour se débrouiller toute seule. Donc maintenant, elle a décidé de continuer toute seule. Et je suis sûr qu'elle va y arriver. Et pourquoi? Elle a plus ses croyances limitantes. Elle va du coup donc
réussir, c'est une certitude à passer la barre des 60 kilos parce que je lui ai enlevé tout ça, je l'ai mis en confiance, je lui ai expliqué les bonnes méthodes pour comment faire, etc. Mais c'est ça en fait. Les gens se persuadent eux-mêmes de certaines choses, puis après se fixent des limites et se disent ouais mais de toute façon je pourrais jamais progresser, je pourrais jamais faire la fameuse barre des 100 kilos développé couché, je pourrais jamais faire ci, etc. Non, le mental c'est la force la plus puissante que tu puisses avoir. À partir du moment où tu te dis eh bien je ne vais pas réussir à faire ça, c'est sûr que eh bien tu ne vas pas y arriver. À partir du moment où tu te dis je vais y arriver, je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, eh bien c'est là où tu vas y arriver. Donc vraiment ce côté mental, etc., c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose aussi qu'on met en avant parce que c'est ça aussi la mentalité zéro arrière, c'est justement eh bien, de se battre pour ses objectifs et surtout de faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Et comprendre surtout, quand tu parles des suivis qu'on propose, évidemment que le programme qu'on fait, il est toujours en lien avec ce que souhaite la personne, ses besoins, ses envies, ses contraintes, etc. Mais c'est surtout que la personne, elle comprend aussi ce qu'elle doit faire. Et quand tu parles après, bah voilà, la personne après, elle fait le choix d'arrêter le suivi. Et ben c'est ce qu'on souhaite aussi au bout du compte, c'est les former à l'autonomie et que après, elles évoluent par eux-mêmes et qu'elles voilà, donc ça veut dire que quand elles quittent le suivi, elles ont compris que ça se passait comme ça, elles ont justifié, argumenté, chaque phase, et elles sont capables maintenant de raisonner par elles-mêmes. Et en fait, c'est le but d'un suivi. Oui, c'est ça, c'est que certes, la personne ne doit pas être au même point physiquement qu'au début du suivi, mais également mentalement. Mentalement. Ouais, c'est ça. Les deux aspects sont importants. Une évolution physique, c'est ce qu'on dit, évolution physique et aussi évolution psychologique. Tu apprends tellement de choses quand tu comprends en fait ce que tu dois faire. Mon frère, j'ai vraiment trop la dalle. Allez. Tu vas manger la semoule ? Non, je vais pas manger la semoule, je te la laisse, mon frère. Du coup, eh bien, on va terminer ce nouvel épisode qui, j'espère, ne va pas bugger. J'espère aussi. Oh là là. On verra bien. Le téléphone n'a pas ressonné, mais ah oui, c'est vrai. Peut-être dans le prochain podcast et on décrochera. Là, on verra peut-être pour refaire aussi un podcast, en fonction de comment le précédent où on était tous les deux est accueilli, on verra si on en refera. Parce que c'était pas mal aussi ce côté un peu cosy. Alors quand tu auras fini la semoule par contre. Pas de souci. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Rémi, qu'est-ce qu'on pourrait demander dans le référencement, dans les commentaires ? C'est toi qui dois gérer cette partie-là, Rémi. Je suis très très mauvais. Si on reprend les questions, n'hésitez pas à nous présenter un petit peu votre parcours et surtout votre mentalité. Est-ce qu'elle a évolué à travers l'écoute du zéro arrière ? Dites-nous si vous avez passé un cap mental et du coup indirectement un cap psychologique, physique aussi. Alors ça, c'est une super... Tu vois, tu es bon pour le référencement. C'est vrai, dites-nous si bien, vous avez changé certaines choses dans votre perception des choses, dans votre perception de l'entraînement, dans votre façon de vous entraîner, etc. Depuis que vous écoutez le Zéro Arrière podcast, c'est assez intéressant. Et comme ça, nous, ça nous permet aussi de savoir un peu l'impact qu'on a sur les personnes qui nous écoutent. Exactement. Donc, merci à tous. Merci à tous et à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro Arrière podcast. Salut.